Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette seconde édition publique, bien que virtuellement parlant, des conversations fines. Et aujourd'hui, mon bon Pierre, de quoi allons-nous parler? Salut Greg, alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Au nom de l'association Ars Ludendi, bienvenue. C'est notre troisième conversation, hein, si on compte la première donc, qui était privée. Ce soir, chers auditeurs, on va parler de donjon. Bon, vous allez me dire, rien de très original. Le donjon, on en mange à toutes les sauces. Eh ben, en fait, c'est ça le problème. Le donjon, c'est à la fois la bannière et le boulet de notre loisir. C'est la bannière parce qu'on retrouve ce mot dans pratiquement un jeu de rôle sur deux, en tout cas dans le titre du jeu de rôle le plus connu et le plus vendu. C'est vous dire, pour les non-rôlistes qui nous suivent ou les gens qui se sont égarés sur la toile, on parle de Donjons et Dragons. Donc, hein. Et c'est une bannière pour ça, parce qu'on en trouve vraiment à toutes les sauces. C'est un boulet, parce qu'en fait, on en a marre. Un crowdfunding sur deux propose un remake plus ou moins heureux d'un dungeon crawler. Avec le nouvel âge d'or du jeu de rôle, on découvre des jeux de plus en plus fins, de plus en plus sophistiqués. Et il faut bien l'admettre, le donjon, c'est un peu passé de mode. Enfin, il est toujours majoritairement joué, mais il y a quand même une proportion grandissante de la population de rôlistes qui cherche désormais autre chose. Certains poussent même le vice jusqu'à le considérer comme le fast-food du jeu de rôle, trop facile et sans saveur. Aujourd'hui, en fait, et entre nous, on va en discuter, et j'ai quand même tendance à penser qu'il est presque de bon ton de décrier le donjon de nos jours. On aime les jeux narrativistes, et les jeux simulationnistes et trop complexes, ils ont plus la cote. Mais alors, mes petits candides, est-ce que c'est vraiment vrai tout ça? On serait pas un petit peu hypocrite là quand même? Parce que les plaisirs coupables, ça existe au final. On est là, on se gargarise avec nos jeux narrativistes, mais en fait, on le sait tous. Parmi nous, il y a des furieux de la feuille Excel, il y a des aficionados du tableau croisé dynamique, des excités de la babasse, on en a. Alors moi, j'en fais partie. Je suis le premier à reconnaître qu'un bon porte-monstre trésor, j'en ai jamais vraiment fait, et en fait, ça me fait vraiment envie. Ça a dépassé le simple gimmick pour devenir un cliché, c'est vrai. Mais moi, j'en ai jamais fait. Je comprends que pour certains, c'est une paresse d'écriture, mais mine de rien, ça reste attirant. Donc ce soir, on va discuter. Ce soir, mes petits candides, on va transcender, on va sublimer le donjon, et on va avoir des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, Des gens et qui s'en il y a beaucoup foutent, mais et des gens qui s'en foutent. Et en tout cas, il y a beaucoup trop de questions non résolues sur le donjon pour pas qu'on se penche dessus. Donc, on va discuter sémantique, manière de jouer, nouvelle manière de jouer. Et pour ça, on accueille donc euh, en premier lieu Grégory Tonnet qui nous suit, qui nous plus que nous suit, qui nous porte sur Twitch. Il y oh, a Stéphane Gallet de la maison d'édition 2D sans face. Antoine Beugly aussi auteur et éditeur, donc lui aussi chez 2D sans face. On a Fiona Baumann, diplômée qui est titulaire d'un diplôme en français dont le thème était l'implication chez le lecteur, donc qui va aussi pouvoir se servir de ses compétences et de ses connaissances à notre discussion. On a Michael Gelfi qui nous rejoint pour la deuxième fois consécutive. Donc Michael Gelfi qui, je le rappelle, est propriétaire et créateur de sons d'ambiance d'une chaîne YouTube. Et on a Gabriel Chevrier qui est un rôliste confirmé qui arpente les différentes conventions et les différents salons de jeux de rôle de la Suisse romande et de la France voisine. Donc bienvenue à tous et je laisse la parole peut-être à Greg, étant donné que ce thème du donjon était au départ une discussion entre toi et moi. Est-ce que tu veux lancer ou est-ce que je pose ma traditionnelle question ma question qui fait mal un peu à tous nos invités? alors laisse-moi faire un peu de logistique juste avant. Déjà, merci Oui. pour ta super petite intro. Et bienvenue à ceux qui le regardent. Bienvenue Metabine, Tafia, Chagata et Mad Morwen. Comme d'habitude, on l'a fait, on l'a fait qu'une fois, mais bon. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire, on relaie, enfin des questions ou des remarques ou interventions. Moment de confession intime, nous dit Tafia Chagata. Euh, Aussi pour nous, parce que là on est quand même 7 à avoir une conversation et le côté virtuel peut entraîner des interruptions. Donc tirons le mieux de cette situation, n'hésitons pas à mettre le petit emoji du doigt levé
de l'index levé, je vous vois venir, bande de trolls, euh, sur notre plateforme de chat si on veut intervenir, interrompre, ajouter quelque chose. Et du coup, Pierre, à toi pour cette. Merci Stéphane. Alors, la question gênante, c'est effectivement pour ou contre. Ou je m'en fous. Stéphane, qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, je vais être très suisse et je vais dire ni pour ni contre, bien au contraire. Je vais peut-être expliquer un peu plus. Alors, j'ai commencé quand même à faire du jeu de rôle en 82. C'était une époque où il y avait Donjons et Dragons et puis c'est un peu tout. En tout cas, dans nos contrées, on avait que ça. On était sur AD&D première édition, donc Advanced Dungeons and Dragons première édition. Je le dis en anglais parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas encore de version française. Et du coup, le donjon, c'était un petit peu notre pain quotidien. Enfin, en tout cas, en tant que rôliste, on faisait un peu que ça. Et personnellement, dans les années 80, j'ai eu une sorte d'overdose du donjon avec les figurines, les plans à l'échelle sur le Velleda. Et en fait, j'avais l'impression de faire plus du wargame figurine que du jeu de rôle. Et après, je comprends qu'il y ait des gens qui s'amusent à ça. Mais personnellement, en fait, pour être très précis, je trouve que depuis l'arrivée des jeux vidéo, principalement la série des Diablo, en fait, j'ai l'impression que les jeux vidéo font ça beaucoup mieux que les jeux de rôle traditionnels. Ouais, je suis obligé d'être d'accord avec toi, mais comme j'ai un autre passif, je conserve l'avis que j'avais dit dans l'édito. Juste pour te dire, t'es pas obligé de rester en push to talk. Hein. Si tu veux mettre le micro on, sens-toi libre. Il y a pas mal de bruit autour de moi, donc je préfère le mettre en push to talk. Ça marche, ça marche. Antoine, c'est quoi ton vaincu avec le donjon de manière générale, le concept du donjon? Bon, déjà, pour commencer, j'ai jamais joué à Donjons et Dragons. C'est une confession. Non, c'est pas trouvé comme ça, en fait, parce que c'est pas du tout le jeu avec lequel j'ai commencé. Et puis, on est parti très vite sur des enquêtes policières, façon Appel de Cthulhu et Méga, en fait, en réalité. Donc la partie porte-monstre trésor liée et associée généralement à Donge lui-même, j'ai pas eu l'occasion d'expérimenter en fait exactement ça comme ça. Mon expérience avec le donjon vient de beaucoup plus tard en fait, avec assez curieusement l'arrivée des jeux narrativistes. Je pense à Dungeon par exemple, qui est un bon exemple de réduire à la portion congrue la mécanique du porte-monstre trésor. Et puis en fait, pas mal aussi de découvertes de tout ça à travers la lecture de manga ou de jeux vidéo ou même de dessins animés en fait. Certains animés japonais traitent du sujet, quoi. Donc je vois plus le donjon comme on l'imagine, comme une sorte de biotope en fait. Et puis comme un lieu dans lequel on peut faire des trucs. Alors il y a une espèce de forme imposée en fait. Mais voilà. Donc à la base, je suis ni contre ni pour le donjon. Mais c'est pas, bien au contraire. C'est surtout parce qu'en fait, j'ai quelque part assez peu d'expérience avec l'ancêtre rôliste et je suis peu voilà, en fait. Donc pour moi, j'ai pas d'a priori négatif sur le décor lui-même, en fait. J'aurais même quelques idées bien connes qui pourraient être utilisées. Je vois que t'as fait quelques réactions. Il y a des gens qui ont avalé de travers à l'écoute de Je n'ai jamais joué à Donjons et Dragons. Fiona, tu nous parles un peu de ton expérience, si t'as déjà pratiqué, si t'es pour, t'es contre, Alors, j'ai peut-être aidé à achever les quelques survivants jusque-là, puisque Donjons et Dragons lui-même, j'y ai jamais joué non plus. Je suis arrivée assez tardivement au jeu de rôle. Et par contre, bien sûr, j'ai été bercée par tous les donjons Nullbuck, Reflets d'Acide et autres représentations du donjon ou de Donjons et Dragons qu'on a pu avoir dans les années 2000. Et quant à ta question, du coup, à nouveau, j'aurais pas de réponse qui partira d'un ras-le-bol personnel ou d'une lassitude personnelle, mais en bonne académicienne, je dirais que pour moi, la réponse à cette question n'a presque pas raison d'être, mais que la question, par contre, pose
beaucoup de pistes de réflexion intéressantes sur justement qu'est-ce que c'est, est-ce qu'on va le percevoir comme genre, comme structure, qu'est-ce qu'on va pouvoir changer pour le renouveler, pour s'en émanciper, et même en soi, si on le garde comme tel, qu'est-ce qu'il a à offrir finalement qu'on ne voit peut-être plus, ou que les praticiens confirmés ne voient peut-être plus à force d'y jouer. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup la réponse, est très élégante comment tu l'as présentée. J'en fais volontairement quelque chose de polarisant, cette question en fait. On s'en fout, il n'y a pas de pour de contre, tu l'as tout à fait dit, mais j'en fais volontairement quelque chose de polarisant parce qu'en fait ça l'est fondamentalement. C'est tellement iconique que finalement tout le monde plus ou moins a tendance à se positionner. Tu vois, bah, justement c'était un trait d'humour, mais quand on dit j'ai jamais joué à Donjons Dragons, ça suscite des réactions là. Alors, maintenant, Michael, est-ce que tu as envie de nous parler de ton expérience? Toi, je sais que t'es un aficionados. Oui, alors, oui, évidemment, le donjon, j'aime beaucoup ça, mais c'est surtout Donjon Dragon que j'aime beaucoup. Mais pour moi, ça va bien au-delà du jeu en lui-même. Ça transcende le choix de- comment dire, du contexte que tu choisis, que ce peut être Donjon et Dragon ou Cthulhu ou n'importe quoi. Au final, le donjon lui-même, le lieu, n'a pas besoin d'un jeu de rôle qui se colle par-dessus. Pour moi, c'est plus un genre d'archétype, le donjon. C'est-à-dire que quand je joue à Donjon Dragon avec mes amis, je fais toujours le maître de jeu. Au final, on passe très peu de temps dans les donjons en eux-mêmes. Mes joueurs, comme je vous avais dit, ils passent du temps à traduire des langues ou bien à chercher des énigmes, même à composer des poèmes pour aller au-delà, au travers de challenges et compagnie. Le côté donjon est pas forcément collé à Donjon Dragon. Ça n'a pas forcément sens, même s'il y a ça dans le titre. Euh, pour moi, le, le donjon, c'est plus un genre c'est comme un archétype, c'est un challenge. C'est normalement, le personnage doit aller au-delà de dangers qui le font grandir. Et au travers de ça, au travers du dragon, qui est aussi un archétype qu'on pourrait retrouver dans la littérature, dans la psychologie ou dans la psychanalyse de Jung et compagnie, il arrive à se transcender et à devenir meilleur. Et pour moi, un bon donjon, c'est pas forcément celui où tu trouves un gros tas de pièces d'or à la fin, c'est celui où le héros, il s'est transcendé et il est devenu une meilleure version de lui-même. Donc j'ai entendu parler des, euh, des mangas et compagnie. Les mangas, c'est exactement ça. La plupart des mangas, d'ailleurs, en permanence, il y a ce côté donjon, il y a ce côté dragon, où le personnage est envoyé à un endroit dangereux. Ça peut être un endroit qui ressemble pas du tout à un donjon habituel avec les vieilles pierres et compagnie. Il y a un ennemi qui est là, qui est plus fort que lui, et il arrive à trouver la force en lui-même pour devenir meilleur et pour atteindre un espèce d'état transcendantal. Et pour moi, c'est ça un bon donjon, je dirais. C'est pas forcément ce côté porte-monstre trésor, c'est la représentation que ça crée, et surtout là où ça nous mène à la fin, une fois que le trésor a été trouvé. Je comprends le concept un peu. Ouais, là, on lorne très vite fait du côté du narrativisme dans ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est. On va en parler tout à l'heure justement. Le porte-monstre trésor, ça peut être. On pourrait le rapprocher d'une structure de récit ternaire. On va en parler après. Et je me tourne vers toi, Gabriel. Alors, je sais que tu nous avais préparé un billet d'humeur qu'on verra tout à l'heure, mais là, est-ce que tu auras envie de donner un peu ton feedback par rapport à tout ce qui a été dit? Oui, bien sûr, je vais vous donner également mon avis et un petit peu mon parcours, parce que c'est vrai que moi j'ai commencé le monde du jeu de rôle et du jeu en fait par un jeu un peu atypique qui est HeroQuest. À la base, c'est un jeu de plateau qui est clairement du donjon, avec des figurines que vous déplacez, chaque joueur incarnant un personnage. Et c'était un jeu pour gamins, je devais avoir 8 ans, et c'est ça qui m'a fait arriver dans ce genre de jeu. Et par la suite, j'ai connu le jeu de rôle avec des jeux qui étaient vraiment pas du tout du donjon. Des jeux beaucoup plus narrativistes où on décrit ce qu'on fait avec des feuilles de personnages et tout comme on le connaît. Et le jeu de figurines, pour moi, ça restait un jeu de gosse. En grandissant, c'était un peu l'impression que j'en avais. Et c'est beaucoup plus tard, en arrivant à l'âge adulte, que là j'ai découvert vraiment Donjons et Dragons et puis sa version du nouveau millénaire Pathfinder. Avec la composante, comme tu en parlais Pierre tout à l'heure, des feuilles de personnages hyper poussées qu'on s'amuse à peaufiner, à améliorer au fur et à mesure. Et c'est toute une manière de jouer.
Est-ce que c'est ça le donjon ou pas? C'est une chose qu'on va peut-être pouvoir définir ensemble, parce que j'ai l'impression qu'on a tous une manière un peu différente de voir qu'est-ce que c'est que le donjon en soi. Est-ce que c'est du porte-monstre trésor? Est-ce que c'est de la feuille de perso customisée? Est-ce que c'est du jeu dans des souterrains? Est-ce que c'est du jeu sur une carte avec des placements de figurines? Ou ça peut être d'autres définitions. Je pense que chacun, au fur et à mesure de cette discussion, va nous donner un peu son avis. Et moi, en tout cas, s'il faut se mettre pour ou contre, je dirais clairement que je suis pour. C'est une manière de jouer que j'apprécie. C'est pas obligatoire, elle n'est pas nécessairement présente dans tous les jeux de rôle, mais c'est une chose que j'adore. Alors, tu as parlé de définition, c'est vrai qu'il y a un souci de sémantique, j'aimerais bien aborder le sujet tout à l'heure, mais c'est vrai que donjon en français, étymologiquement parlant, c'est une tour, c'est la tour centrale d'un château fort. Alors que dungeon en anglais, c'est plutôt référence à une cave ou un souterrain. Donc, j'ai l'impression que le mot effectivement a roulé sur tellement de langues qu'on a un peu perdu le sens. Mais ça, on va peut-être y revenir tout à l'heure. Greg, est-ce que toi aussi tu voudrais participer? Ouais, bien entendu. Euh, et je pense que je vais faire preuve du même courage que les autres intervenants et botter ta question en touche. À savoir que enfin, pour ou contre le donjon, ça me semble difficile à répondre. Et on pourrait presque faire une réponse quelque peu facile en disant bah oui, pour le donjon, mais pour le bon donjon. Car il y a le bon et le mauvais donjon, mais. Et il nous fait son Jean-Pierre Coff. mais Mais c'est de la merde les donjons. non, mais à savoir que je pense que certes, enfin, on pourrait concevoir le donjon, ou en tout cas le porte-monstre trésor, comme une sorte de petite, enfin, d'un des ancêtres de notre pratique, ou un des grands-parents de notre pratique, qui est un petit peu, bah, surtout si on fait un HeroQuest, pour lequel, bah, d'ailleurs, enfin, auquel je remercie d'ailleurs Gabriel de m'avoir initié à ça relativement récemment, mais où on est vraiment dans cette étape un petit peu de transition entre le côté wargame, des armées, puis des régiments sur une carte, puis maintenant bah, chaque joueur en fait prend un personnage qu'il peut déplacer. Il faudra justement qu'on discute de la place de cette matérialité du donjon. Est-ce qu'on peut faire du PMT sans carte? Mais bref, je divague. Donc oui, pour un bon donjon, pour du porte-monstre trésor aussi. Et je pense que ça va être intéressant de voir dans quelle mesure est-ce que ça marche et bah, à quel besoin de joueur ou à quel désir ludique ou ça répond chez nous ce donjon. Et qu'est-ce qui fait aussi que ça peut ne pas plaire? Parce que quelqu'un qui a envie de jouer à fond RP ou qui a d'autres exigences ludiques, peut-être qu'il va complètement se casser les dents sur un donjon à l'ancienne. Donc ouais, les donjons, j'en ai fait, j'en ai joué, j'en ai réalisé, j'en ai fait des mauvais aussi d'ailleurs. Et puis, en me réjouissant de poursuivre cette discussion. Oui, il y avait des choses avant HeroQuest, c'est pas ce que je voulais dire, mais, mais donc Stéphane nous dit qu'il y avait Talisman. Oui, je disais ça simplement pour remettre en perspective, peut-être que des gens qui sont de ma génération se souviennent plus forcément de Talisman que de HeroQuest. Tu nous décris un peu Talisman, c'était quoi exactement? C'était aussi le même genre de concept que HeroQuest, où il y avait des différences? Alors c'est effectivement un jeu de plateau dans lequel tu allais jouer un personnage, tu allais ramasser de l'équipement, tu allais poutrer des monstres, récupérer des trésors, et le but du jeu, si mes souvenirs sont bons, ça remonte quand même il y a une trentaine d'années, hein, c'était d'arriver à une pièce centrale dans laquelle il y avait un monstre final et des trésors à gagner. Et l'intérêt du jeu, c'était quand même, on pouvait y jouer à beaucoup si on mettait des extensions. J'ai le souvenir d'une partie de Talisman en 87 ou 88 qui s'était jouée entre 2h et 5h du matin alors qu'on attendait des gens de la convention d'Yverdon. On était 16 autour de la table. Et j'aime autant vous dire que la nuit blanche à 16 autour d'une table de Talisman, ça donne des résultats assez épiques. C'est épique dans le genre. Parce que moi j'aurais peur à 16
d'attendre mon tour pendant 20 minutes et puis de jouer pendant 30 secondes. Alors effectivement, ça c'était un petit peu le problème. Mais comme on s'était déjà tapé pas mal d'heures de jeu avant, on était déjà bien attaqué. Et en fait, c'est le moment où on commence à taper des fous rires pour les choses les plus débiles. Notamment, par exemple, le fait qu'on avait certaines des cartes qui étaient en couleur et d'autres qui étaient en noir-blanc, suivant l'âge des extensions. Et du coup, quand on a les gars de la Convention d'Yverdon qui sont venus nous présenter leur combe un dimanche matin, alors qu'on s'était tapé une nuit blanche, donc on était dans un état assez lamentable, et qui viennent nous présenter leur catalogue de parties en commençant. Alors, on s'excuse, le catalogue est en noir-blanc, et il y a 16 personnes en face qui sont écoulées de rire, ils comprennent pas pourquoi. En fait, là, on a commencé déjà. Si on veut parler de donjon, alors là, on a parlé de nos expériences personnelles, mais finalement, c'est quoi un donjon? Là, on a déjà donné 2 exemples, HeroQuest Talisman, qui semble appartenir à la famille de ce qu'on appelle les dungeon crawlers. Est-ce qu'il y a d'autres familles? Il me semble qu'il y a plein d'autres alternatives. Le dungeon crawling, c'est un peu la base, c'est un peu ça qui a été mis en avant à travers Donjons et Dragons. Mais finalement, est-ce que vous connaissez d'autres exemples, des jeux qui prennent ça un peu à contre-pied ou justement qui proposent d'autres expériences? Greg, je sais que toi t'aimes bien les définitions. Est-ce que finalement on peut pas essayer de trouver ce que c'est que le donjon pour essayer de s'en extraire? Compliqué, mon cher, compliqué, parce que ça dépend Enfin, est-ce que tu considères le donjon comme une sorte de structure ludique, à savoir... Enfin, il y a eu un article là-dessus dans Mener des parties de jeux de rôle, où justement qui disait que le donjon, il peut avoir... Enfin, finalement, ça peut être une forêt, ça peut être une ville, ça peut être un pays entier, tant que ça correspond à certaines structures. Bah, si on peut faire rien avec ce qu'a dit Michael, qui en vient presque du côté presque un peu symbolique dans ces passages. Justement, Mad Morwen qui dit sur le chat, Oui. qui demande si le donjon est obligatoirement made fan. Justement, si on considère le donjon comme structure, pas forcément. Après, il faut aussi admettre que le donjon à présent, ou le dungeon, est une sorte de lieu commun dans notre imaginaire, et du coup il est aussi un petit monde. On peut, enfin, si on prend un point de vue très pragmatique, si vous quand on vous dit allez hop, on va on va se faire un petit donjon, qu'est-ce que vous imaginez? Pour moi, c'est directement les vieilles pièces avec de la mousse un petit peu partout, des barreaux entre les portes, un côté un petit peu souterrain, une architecture toute définie sur l'intérieur. Je sais pas, donc pour parler de définition, on peut tenter de tracer quelques limites, quelques frontières, mais je sais pas, pour vous, si on vous dit venez, on joue à un donjon, vous imaginez quoi? C'est plus une forme de comment le scénario va se dérouler en somme, parce que un donjon, moi je le perçois comme étant en fait une contrainte de lieu dans lequel on a défini une série d'événements qui peuvent se produire dans un ordre ou un autre, et ça c'est pour la partie structure du truc. Maintenant, qu'est-ce que ça implique en fait, ce que ça réveille chez moi quand on me dit on va se faire un donjon? Je vais poser la question, mais en Donjon Dragon ou autre chose et tout. Et après, bon, c'est égal. Mais s'il n'y a pas en fait une phase de dungeon crawling dedans, je vais être un peu déçu en fait. Ben ouais. Il y a Gabriel qui voulait intervenir. Oui. Alors, moi, je rejoins un peu l'opinion d'Antoine et de Greg par rapport à la vision de ce que c'est qu'un donjon. C'est vrai que pour moi, il y a cette image classique médiévale d'un château fort. Comme le disait Greg avant, le donjon étymologiquement en français, c'est la plus haute tour du donjon, du château fort. Et ça rappelle également toute cette partie souterraine où dans notre imaginaire, on peut faire des petites missions d'infiltration pour essayer d'arriver au centre du donjon, du château fort, de la partie la plus intéressante. Et comme le disait Pierre, c'est un endroit empli
d'un décor parfois un peu humide, construit dans de la pierre, donc ça se rapporte beaucoup au côté médiéval. Et moi, quand je joue à un jeu comme Donjons et Dragons, par exemple, il y a aussi des parties qui ne sont pas du donjon, qui sont de l'extérieur, quand on va dans des villages, quand on va faire battre la campagne. Pour moi, ça, c'est pas de la partie de donjon. Même si on joue de la même manière, sur un plateau avec des figurines, c'est pas forcément ça qui définit le donjon. Un Alors, donjon, je ça pense peut que être... là, oui, pardon, excuse-moi Gabriel, je voulais pas te couper. Oui, donc en fait, un donjon, jouer à un donjon, ça peut être également un jeu narrativiste dans lequel on décrit ce que l'on fait, les endroits où l'on va, le maître de jeu décrit l'environnement, les joueurs décrivent ce qu'ils font, mais il n'y a pas forcément de cartes. Avec toujours cet aspect souterrain, ça peut être dans un château fort, sous une ville, dans les égouts par exemple, ça se rapporte aussi pas mal à ça. Ou alors toutes les parties comme dans les grands classiques, Le Seigneur des Anneaux, la mine de la Moria, c'est un donjon également, c'est un lieu souterrain empli de mystères, de dangers que doivent explorer les personnages. La partie exploration est vraiment pour moi une composante très importante. C'est pas quelque chose de linéaire. Euh, et là, le fameux, je dirais, pour moi, le fameux Munchkin, porte monstre trésor, sans aucune exploration, c'est pas vraiment un jeu de donjon. Pour donner Alors, quelques exemples. je pense que là, il faut revenir vraiment la définition du terme, parce qu'on parle de donjon, la tour du château fort, de dungeon qui est un souterrain, et donc là, effectivement, ça fait référence à quelque chose d'humide, et les deux font plutôt référence à quelque chose de médiéval dans l'imaginaire. Mais là, quand on parle de donjon, on parle de structure, comme disait Antoine. Un donjon, finalement, ça peut être on sort même du côté huis clos. Là, je vois qu'il y a Metformine qui demandait un huis clos. Est-ce que ça doit être un huis clos? Pas forcément, ça peut être aussi en extérieur, disait Stéphane. Oui, ça peut être effectivement en extérieur. Chagata disait espace inconnu, exploration, clos mais à multiples issues. En fait, c'est une structure de récit, le donjon. On est d'accord que le donjon tel qu'on le conçoit, avant même d'imaginer quelque chose de médiéval, de futuriste, l'exploration d'un vaisseau spatial ou quoi que ce soit, c'est une structure de récit, c'est un endroit ouvert ou pas, dans lesquels c'est pas que le décor est intérieur ou extérieur, mais c'est que les possibilités sont à embranchement. Est-ce que ça parle à quelqu'un, cette définition? Mais dans ce cas-là, tout jeu de rôle est un donjon. Non, pas justement. Non. En fait, quand je m'excuse de couper la parole juste, mais c'est vrai que la, quand je parle de structure, en fait, c'est la façon dont on va organiser la suite d'événements, comment les choses vont se produire. Donc, si je fais du jeu de rôle en mode sandbox, où en fait on a des points très très larges qui sont définis sur une carte peut-être, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de contrainte en fait pour les joueurs, c'est-à-dire qu'eux vont pouvoir se balader dedans comme ils l'entendent, et puis le meneur de jeu va adapter en fait sa narration en fonction du truc. Quand on prépare un donjon en tant que structure narrative, on a quand même des éléments clés qui sont en fait géographiquement disposés dans l'idée du scénario qu'on se pose. C'est une différence peut-être c'est un peu lâche en fait, c'est subtil finalement comme distinction, mais on peut pas faire du sandbox en mode, par exemple, on prend Rogue ou les NetHack et tous les vieux dungeon crawlers en mode texte qu'on trouve encore partout sur Internet. C'est la structure de ce que ça raconte. On se balade, on voit des trucs, on cherche l'amulette de Yandor, il y a des événements. On peut pas faire la même chose en fait avec une sandbox, parce que la sandbox nécessite une liberté qui est en fait intrinsèque à son écriture. En fait. Si je Pas si comprends bien, en c'est fait, pas clair. la composante donjon pour toi, c'est une trame prédéfinie. C'est un lieu en fait. Que ça soit des caves humides ou une tour au milieu d'un château ou en fait les coursives d'un vaisseau spatial casseur de monde ou autre chose, c'est égal en fait. Le donjon sur un plan scénaristique, pour moi, c'est un lieu qui a des frontières précises et puis qui a éventuellement une chronologie, donc dans lequel il peut se produire des choses à des moments simultanés. Enfin, il y a une planification qui est plus forte en fait que dans une sandbox. C'est pas obligatoirement hyper détaillé, hein. C'est juste le meneur de jeu
doit pouvoir en fait se promener, doit pouvoir, même s'il n'y a pas de meneur de jeu, c'est pareil en fait, mais on doit avoir une frontière précise des lieux dans lesquels on visite. Je Greg, tu voulais intervenir? Et je crois qu'il y a pas mal de réactions sur le chat. Ça serait peut-être pas mal de les soumettre au groupe. Greg, c'est ce que tu voulais dire ou tu voulais Oui, enchérir? non, c'était pas pour vous faire une réaction chat, donc c'est bien chat. Il y a Tafia Chagata qui dit j'ai tendance à penser que Le Sorcier de la Montagne de Feu, premier gros succès du livre-jeu, a réussi à toucher son public par une adéquation, une consonance ludonarrative entre son récit, univers fictionnel, donc pour chasser un sorcier dans son repère, et ses modalités ludiques, récit à embranchement. En gros, le donjon permet idéalement d'expliquer le récit à embranchement par son univers. Et assez, assez intéressant par rapport à ça, dans le sens où, en effet, c'est aussi un. Enfin, le donjon est un univers qui s'explore, enfin, parle aussi l'avancée des joueurs là-dedans. Je voulais aussi réagir par rapport à ce que Antoine disait sur cette idée de planification forte. Euh, mais j'ai l'impression que qu'on peut toujours se retrouver face à un donjon qui peut être. Enfin, je sais pas si. Excuse, hein, j'avais un œil sur le chat, une oreille vers toi, donc peut-être j'ai pas tout c'est saisi. bon. Mais j'ai l'impression qu'on peut imaginer des donjons, enfin en jeu de rôle, qui sont improvisés ou qui se construisent au fur et à mesure de la partie. Genre, on a tous entendu parler du cas où t'as des joueurs qui sont devant une porte en train d'émettre des hypothèses sur ce qui se trouve de l'autre côté. Le MJ L'heure saisit de une jeu des idées, qui trouve ça génial et change son donjon. Euh, j'ai l'impression que une composante forte qui peut définir un peu le style donjon et aussi la relation, enfin la caractérisation du joueur. Est-ce que un donjon où les PJ sont des pauvres petites créatures faibles et on leur met un Cthulhu dans la première salle et ils se font défoncer, est-ce qu'on n'aura pas l'impression de s'être fait flouer sur enfin de pas avoir joué à un donjon? Et là, je reviens aussi sur ce que Gabriel disait sur le côté où tous les jeux de rôle sont des donjons. Bah, justement pas. J'ai l'impression que dans les donjons, il y a quand même un traitement du PJ qui qui est peut-être un peu tout le temps la même chose. Comme quoi, il faut qu'il abatte un monstre, il faut qu'il soit capable de l'abattre, puis il gagne en puissance. Bon, là, je parle un peu du PMT, mais bref, je sais pas. Qu'en pensez-vous? Alors, il y a Stéphane qui voulait intervenir. En fait, je voulais juste recadrer. Est-ce que vous êtes en train de mettre en opposition, donc justement, donjon face à sandbox, ou alors est-ce que vous êtes en train de comment dire, de parler du donjon en termes de jeu séquencé? Plutôt ça en fait, parce que au fait, quand je disais que c'était planifié, je me suis peut-être pas super bien exprimé. En fait, l'idée, pour moi, quand on parle de plan planifié, on peut le faire aussi a posteriori. C'est-à-dire que si j'improvise un donjon, je vais tracer en fait ses contours au fur et à mesure que ça avance en fait. Mais l'idée qu'il y ait un plan à un moment, que ce soit un lieu qu'on puisse éventuellement revisiter, on pourra redécouvrir des choses, ça me paraissait important. Mais le fait que ça soit séquencé, ça c'est aussi quelque chose d'important, parce qu'une notion qui est en fait, je pense, qui vient à l'origine des donjons, de donges en fait à la base, puis qui a été adoptée par les jeux vidéo, par les roguelikes et puis tous les trucs qui ont suivi, et par l'immense quantité de mangas et animés existants actuellement qui en fait utilisent le donjon comme étant le truc qui pose problème dans le quartier. C'est que on a cette notion d'évolution des personnages qui est très très forte en fait, où on a peut-être représentés par des niveaux ou quelque chose comme ça, mais au fur et à mesure qu'ils avancent dans le donjon, parallèlement à ça, ils ont en fait un progrès net qui est fait au niveau de leurs compétences, donc soit combattants, magiciens ou n'importe quoi. Dans des cas assez marrants, par exemple, ils deviennent de plus en plus adeptes de la survie en fait en donjon, au point où ils ont des recettes pour cuisiner tout ce qu'ils croisent comme monstres. Je sais pas si Dungeon Meshi, si ça dit quelque chose à quelqu'un, ça vaut vraiment la peine pour ça.
Je pense que ça serait bien de faire du name dropping après, de parler de jeux qui seraient intéressants dans ce domaine. c'est Stéphane, tu quand voulais même- réagir? Oui, je voulais réagir. Antoine avait parlé des roguelites qui m'a un petit peu grillé sur la priorité là-dessus parce que c'est un de mes grands sujets de prédilection. Donc, c'est des jeux en fait, des jeux qui étaient sur un ordinateur, qui ont été directement inspirés par Donjons et Dragons et qui avaient plusieurs particularités, notamment le fait que c'était des donjons générés aléatoirement, parfois jusqu'à l'absurde où on avait ce qu'on appelait le random number god, le dieu des chiffres aléatoires, qui faisait qu'on pouvait tomber sur des trucs totalement absurdes par rapport au niveau auquel on était. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a retrouvé aussi, qui a dû revenir dans les donjons, parce que je crois me souvenir que AD&D première édition avait des tables de génération aléatoire. Ils avaient des tables de génération aléatoire pour tout, mais notamment pour créer des donjons. Qu'ils l'ont gardé dans les éditions suivantes, ça me dit quelque chose, hein. Pas que dans la première, il me semble. Ouais. Fiona, tu avais envie de réagir aussi par rapport à ça? Ouais, ça revient à peine plus en arrière, mais on avait parlé donc de donjons et de porte-monstres trésors, et on avait aussi parlé de ces structures-là comme des structures narratives, comme des schémas narratifs. Et c'est un peu ces deux choses-là sur lesquelles je voulais réagir. Puisque si on revient justement à une réflexion, disons, du point de vue de la littérature là-dessus, je trouve intéressant de reprendre cette notion de schéma narratif et de voir à quoi exactement et auquel de ces deux termes on pourrait l'appliquer. Sur les schémas narratifs, donc on a bien sûr le schéma Kinner qu'on trouve beaucoup dans les contes de fées. On a aussi des schémas qu'on va pouvoir retrouver dans des genres, comme par exemple le policier qui aura toujours cette structure très classique, crime, enquête, indice, coupable, résolution, etc. On a des schémas actentiels, on a des schémas ternaires qui reviennent chez beaucoup d'auteurs aussi. Et on a plus récemment des idées de tension narrative, plutôt avec Raphaël Baroni, etc. Bref, tout ça pour dire que, à mon sens, ces modèles-là vont être vraiment des structures d'interprétation ou de guide dans le cadre de genre littéraire. Bon, bien sûr, il y a un mouvement double, mais pour ma part, je verrais vraiment le donjon comme un genre, par exemple comme un genre littéraire policier, disons, et le porte-monstre trésor comme le schéma narratif typique qui reviendrait dans la plupart de ces policiers, dans les policiers peut-être les plus stéréotypés au final, puisque c'est ce qui revient le plus. Mais à mon sens, voilà, ce serait pas la seule manière de faire du donjon. Et le porte-monstre trésor serait un des schémas narratifs qui pourrait être utilisé par les meneurs de jeu. Pas forcément par paresse, mais aussi parce qu'en soi, c'est un schéma narratif qui fonctionne très bien. Et pourrait en utiliser par contre d'autres, s'ils le souhaitent, pour renouveler le donjon, mais sans pour autant trahir les codes du genre. Je me dois de répondre à ça et c'est hyper intéressant. Le truc est, on a justement appelé un peu par provoque le nom de cette conversation, c'est le syndrome PMT. Donc c'est vraiment c'est un raccourci qui nécessite une explication. C'est que je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que faut dissocier donjon d'une part, et on a essayé de tenter de définir ce que c'est, même si on n'en a pas encore vu le bout, et mécanique PMT. Moi, je voyais ça vraiment comme d'une part une structure ternaire. Tu vois, quand on appelle situation initiale, élément perturbateur, résolution, ben en fait, on a ça dans le porte-monstre trésor. La porte, c'est la situation initiale, on l'ouvre, un problème survient, un monstre, quand on dit monstre, ça peut être un piège, une énigme à résoudre, etc. Et à la fin, le trésor, la récompense, la résolution, en fait. Donc ça, pour moi, effectivement, c'est un schéma narratif. Ça serait intéressant d'ailleurs d'avoir un donjon, un cadre de donjon, c'est-à-dire un scénario séquencé, mais avec une intrigue policière dans un donjon, que ça reprenne tous les codes du donjon, mais qu'en même temps, ça suive le rythme d'une intrigue policière. Ça serait vraiment marrant. Antoine, tu disais aussi... À mon sens, ouais, ça revenait à ce que disait Gabriel, je crois, tout à l'heure, sur le fait que pour lui, le donjon, c'était pas seulement le moment où tu étais à l'intérieur d'un donjon avec les monstres successifs à battre, etc. Mais que ça allait en être une partie, ou pas forcément, ou que ça allait pouvoir se passer différemment et tout. Et pour moi, justement, dans le donjon, si on le considère comme genre, il y aurait tout ce qui a été cité plus tôt, c'est-à-dire l'évolution du héros, d'avoir cette quête vers une transcendance de son état, d'avoir la plupart du temps, effectivement, des cadres médiévaux, mais pas forcément. D'avoir la plupart du temps des châteaux, mais pas forcément non plus. Voilà, on aurait des codes qu'on retrouve très souvent, mais dans lesquels pourrait venir s'imbriquer le porte-monstre trésor, en laissant du coup place à d'autres choses à côté également.
qu'a dit Antoine aussi est intéressant tout à l'heure, c'est-à-dire que je sais plus le nom du jeu, Antoine, mais un donjon où on est où les aventuriers le parcours et finalement ils apprennent des recettes de cuisine. C'est comme si on posait le focus sur quelque chose qui a rien à voir. C'est pas un jeu en l'occurrence. Enfin, je pense que c'est possible parce il y a un supplément pour Donge en fait qui est actuellement en Kickstart ou qui vient de finir, qui est un recueil de de monstres et de recettes de cuisine qui vont avec les monstres en question. Donc Très marrant justement de mettre le focus. Il y a une espèce de fascination pour ça. Dans mes anciens complices de jeux de rôle aussi, ceux qui faisaient en fait, qui jouaient à Donge tous les dimanches soirs et tout, ils avaient mis en place un truc qu'ils appelaient le dungeon cooking aussi. Où, en fait, ils partaient sans réserve et ils massacraient une vivre et puis ils la bouffaient. Et en fait, Gabriel oui, ce que je mentionnais avant, c'est un truc qui s'appelle Dungeon Meshi. C'est un manga en réalité, et il est très intéressant. Plein d'idées intéressantes sur le biotope qu'est en fait le donjon, et puis les lois en fait, la nécessité. Pourquoi en fait un donjon comme ça? Juste si on prend en fait l'objet dans le monde fantastique. On part du principe qu'il y a un donjon, qu'il y a des monstres dedans, et puis qu'il faut aller jusqu'au fond, buter le boss de fin de niveau, et puis on reçoit en fait un trésor. Principe de départ. Maintenant, pourquoi est-ce que ça se fait comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a des donjons qui popent un peu partout dans le pays, que c'est des sources de monstres, de magie, de problèmes, il faut envoyer des aventuriers faire le ménage là-dedans. Et il y a tout un courant de mangas où, je sais pas, j'ai perdu le compte en fait, mais en tout cas une cinquantaine de mangas qui sont basés là-dessus, où les aventuriers arrivent, ils s'inscrivent à la guilde des aventuriers. Après, la première mission, c'est d'aller buter du Stremon en fait dans les sous-sols. Et ça se répète un peu en boucle comme ça. Mais il y a toujours cette question de l'écologie et du biotope en fait, de la raison pourquoi exactement est-ce que les choses se produisent de cette façon. Je voulais juste laisser la parole à Gabriel, mais je reviendrai sur ton point, Antoine, parce que j'ai ici un jeu de rôle qui traite exactement de ça, mais on y reviendra. Gabriel, tu voulais intervenir ? Oui, j'avais juste une remarque par rapport à quelque chose qu'avait dit Antoine tout à l'heure, qui était qu'il aimait bien dans la définition du donjon d'avoir un cadre défini, avec un donjon qui est positionné d'une certaine manière pour pouvoir y revenir par après, mais la remarque a été volée un peu par Alias qui nous a parlé des roguelikes, où effectivement le roguelike c'est un système de donjon qui est généré aléatoirement, où tu peux y revenir par après plein de fois, mais la topographie du donjon est complètement changée. Tu y retrouves à peu près les mêmes monstres, à peu près les mêmes types de trésors, mais pas placés au même endroit. Et pour moi, c'est un jeu qui est également du style exploration de donjon. Pour moi, il y a toujours cette composante qui est importante, c'est l'exploration. C'est je vais dans un lieu qui est dangereux, j'explore le lieu pour y trouver des dangers que je dois surmonter et des récompenses à la clé. Mais le fait que la topographie soit prédéfinie ou pas n'est pas forcément nécessaire. Ça peut être l'un comme l'autre. Juste pour l'histoire de topographie, Rogue, je sais plus, mais si on prend NetHack par exemple, tu entres dans le donjon, et puis jusqu'à ce que ton personnage meure et que tu doives recommencer à zéro, tu peux toujours sauvegarder et revenir en fait. La topographie que tu as déjà visitée ne change plus. Par contre, ce qui est devant, ça change à chaque fois. Et à chaque fois que tu re-entres en fait dans le donjon, là par contre, ouais, là ça change totalement, quoi. D'accord. Ouais, je pensais aussi à ce genre de jeu où tu rentres dans un donjon et puis le terrain est complètement différent de ce que tu avais vu la première fois. Et puis il y a un autre jeu beaucoup plus récent dans les jeux vidéo qui s'appelle Below, où on joue justement sur le fait que la partie importante de l'histoire qui est racontée, outre la musique qui est absolument géniale, c'est que ton personnage en fait meurt, et donc tu recommences depuis tout en haut, donc tu rentres dans le donjon, tu redescends et tout, et tu trouves ton cadavre qui est déjà sous forme d'ossement. Il s'est passé en fait plusieurs dizaines d'années entre le moment où ton personnage est mort et puis tu reviens avec l'instance suivante en fait. Et il y a toujours le même rituel, on arrive avec le bateau, enfin il y a une notion de temps qui apparaît à ce moment aussi. C'est ça qui peut utiliser pour fantôme. J'ai pas entendu, Stéphane, tu dis ça fait un peu trop fantôme? Non, un NetHack, tu peux aussi tomber sur ton propre fantôme. Ah. Avec tout ton équipement. D'ailleurs, Stéphane, tu voulais réagir, non? Oui, tout à fait. J'avais 2 points. Je voulais réagir un petit peu sur l'histoire du PMT
qui est effectivement, quelque part, en fait, c'est une structure qu'on peut calquer sur plein de trucs. On parlait du polar, mais je pense que le PMT peut tout à fait être calqué sur des intrigues de polar. Je veux dire, le lieu dans lequel on va trouver un indice, mais il y a quelque chose qui va se mettre en travers de notre chemin. Donc ça, c'est aussi, c'est un petit peu une structure, tu parlais de structure ternaire, il me semble, qui est assez classique. Et puis un autre truc sur lequel je voulais revenir, c'était ce que disait Antoine à propos de l'écologie des donjons. Il y a eu toute une série d'articles dans les années 80 qui avaient été écrits dans Dungeon Magazine, donc le magazine de TSR en anglais, donc l'éditeur de Dungeons and Dragons à l'époque, qui replaçait les différents monstres en expliquant quel était leur mode de vie, dans quel endroit on pouvait les trouver, les interactions avec d'autres monstres. C'était vraiment très intéressant. Et on a retrouvé assez récemment, maintenant ça fait 5-6 ans qu'il y a des articles de blog qui reprennent ça et qui essaient de replacer toute l'idée du PMT, des donjons, dans une structure plus large, dans un écosystème, dans une géopolitique. C'est assez fascinant. Je vous mettrai les liens dans le truc plus tard. Avec plaisir. C'est fascinant Oui, parce que ça. Enfin, je vais faire un petit peu mon académicien fanboy name dropping, etc. Mais ça me fait clairement penser du coup, à définir la fiction d'Olivier Caïra, où justement il considère le jeu comme une fiction axiomatique. À savoir que par exemple, il y a le jeu d'échecs où finalement le jeu se fait en suivant des règles, des axiomes, qui est un jeu très axiomatique, enfin une fiction très axiomatique du coup, et à l'opposé, tu as la fiction mimétique, je crois, qui elle fonctionne, qui fonctionne beaucoup avec des représentations. Du coup, entre les deux, il y a des jeux comme le jeu de rôle où justement c'est une fiction qui fonctionne avec un système de règles, donc axiomatique, mais aussi mimétique parce que le jeu de rôle donne à explorer aussi un univers. Et du coup, c'est évidemment tout à fait attendu qu'on trouve des initiatives qui veulent faire en sorte que la cohabitation se fait de manière bien. Il faut donc trouver des cohérences pour expliquer pourquoi tel troll se passe à tel endroit. Il faut trouver des raisons qui font que pourquoi les monstres à côté n'entendent pas la bataille qui se passe juste à côté. Du coup, c'est vrai qu'on arrive vers des petits donjons qui finalement sont presque un petit peu autonomes. Avec des monstres qui n'attendent pas simplement que les joueurs viennent leur péter la gueule, mais qui ont leur propre petite existence. Je me permets de rebondir sur une réaction du chat. Il y a Ezekiel357 qui nous parle effectivement de cuisine, de donjon et qui donne son truc. Alors pour les aventuriers qui nous écoutent, ça peut être intéressant. Le morceau de troll en conserve est un truc connu des aventuriers. Les trolls régénérant de manière infinie, un morceau de troll est mis dans une boîte magique et quand on a faim, on ouvre la boîte, on récupère un morceau de troll qu'on cuisine. Ne pas oublier de refermer. Et voilà. Le truc est hacké, c'est terminé, il y a plus d'intérêt à. Certains gobelins ont mal fini avec cette technique. Hein. Ouais, après si le troll continue à grandir dans ton ventre, il explose. Oui, Stéphane, tu fais bien de préciser, tu as parlé de Dungeon Magazine, en fait oui, tu précises que c'est Dragon Magazine. Et les archives de Dragon sont en ligne, je pense qu'on va mettre les liens dans le chat de Twitch. Moi, je voulais juste réagir et puis peut-être vous relancer aussi sur le sujet. Là, on a parlé de cohérence. On a parlé de justement du donjon comme parc d'attractions, parce qu'au finalement, à la base, c'est ça. Les premiers donjons, en tout cas les premiers auxquels j'ai eu accès dans les années 90, c'était vraiment des parcs d'attractions. Une salle n'avait pour objectif que d'accueillir le visiteur, le touriste, l'aventurier, mais n'avait pas vraiment de cohérence en elle-même. Comment ça se fait que des squelettes sont uniquement dans une salle et puis ne se déplacent pas dans la salle suivante, péter la gueule au troll ou inversement? Et en fait, cette recherche de cohérence, on l'a vu arriver de plus en plus à partir des années 90, de ma perception, avec justement des écologies de monstres et des choses qui sont un peu plus de la recherche de cohérence, la recherche d'univers. Et en fait, je suis tombé il y a quelques années sur je suis désolé, l'image est pas très bonne parce que l'image est en noir et blanc. C'est en fait Dessine-moi un donjon. C'est un jeu qui permet de choisir et de construire son propre donjon
et de surtout construire les différents âges de son propre donjon. C'est génial, là il y a vraiment une recherche de cohérence, c'est-à-dire qu'avant de se piller un donjon, les joueurs suivent les règles qu'il y a dans ce manuel, ils créent les différents âges de son donjon, donc il y a l'âge primordial, l'âge des civilisations, donc on voit que le donjon il a une histoire, il s'est créé pour une raison, ça est devenu un souterrain qui a abrité une civilisation, ensuite il s'est pété la gueule, il y a eu une grande catastrophe, des monstres sont venus l'habiter, et au final un grand méchant. Donc là, dans le dernier âge, l'âge de l'infamie, un grand méchant vient pour dominer le donjon, et puis c'est là que les aventuriers ont tout intérêt à venir débarquer. Donc on a vraiment cette démarche de dire ok, on n'a pas seulement un souterrain avec une enfilade de salles comme un parc d'attractions, mais on a vraiment quelque chose qui a du sens, qui s'est construit au fur et à mesure, et quelque part peut-être les joueurs auront plus de plaisir ou de culpabilité à venir le poutrer. Je crois qu'il y avait j'ai bien trop parlé, il y a une réaction de la part de... Oula, il y a eu beaucoup de liens. Greg, oui, tu voulais... Attends, il y a Michael Gelfi qui veut qui veut intervenir avant. Ah oui, exact, j'avais pas vu. Excuse-moi, Michael, je t'en prie. Ouais, vous avez parlé d'écosystème. D'ailleurs, tu as montré un bouquin qui a l'air très intéressant. Si tu à mettre le lien, j'ai envie de checker ça. Je vais trouver l'image parce que c'est effectivement là, la vidéo était nulle. Vas-y. Pour moi, un donjon, ce que ça nécessite vraiment au minimum, c'est une part d'inconnu, une hostilité ou une tension, du moins un danger, un challenge qui soit au moins présent à la fin, quelque chose qu'on doit surpasser pour réussir l'endroit, réussir le donjon. Et en dernier élément, ce serait que les sorties ou les entrées soient limitées ou que les efforts pour rentrer ou pour sortir soient trop importants pour être répétés. Par exemple, vous avez sûrement tous fait plus ou moins des donjons, ou parce que j'en ai compris, on sort rarement d'un donjon pour se reposer quelques heures, pour revenir, pour ressortir, pour revenir. C'est une chose qui se fait en one shot. Pour moi, ça c'est les quelques éléments. Ensuite, un donjon peut avoir plein de formes différentes et c'est une question de contexte dans le sens où, pour nous, par exemple, habitants de l'extérieur, voir une caverne, ça peut nous sembler, ça peut avoir les traits d'un donjon, mais pour ceux qui habitent, c'est une maison, c'est une habitation, c'est un endroit où ils se sentent bien. À l'opposé, pour eux, l'extérieur, ça peut sembler être un donjon. Et ça se rejoint avec l'idée d'écosystème, dans lequel, par exemple, je me souviens que j'avais fait pour mes joueurs une ville de nains qui étaient hostiles envers les habitants de l'extérieur. Pour eux, c'était un donjon. Tout le temps qu'ils ont passé dans cette ville, pour nous c'est une ville, ils étaient tout le temps sous tension. S'ils étaient démasqués, parce qu'ils portaient des costumes, s'ils étaient démasqués, ils se seraient fait mettre à mort. À l'inverse, pour les nains qui vivaient là, c'est le paradis, c'est leur ville, ils s'y sentaient bien. Et sortir de cette ville, c'était pour eux arriver en quelque sorte dans un donjon. Du coup, la nécessité d'avoir un écosystème et d'avoir une histoire, d'avoir plusieurs aires, etc. Et il y a cette manière de voir le donjon avec un écosystème, avec une histoire et tout ça. Et de l'autre côté, il y a ce que je crois, je ne sais plus qui a parlé de donjons des années 80, 90, où c'était des donjons, ce qu'on appelle funhouse. Donc des donjons qui n'ont aucun sens en tant que tel. Il y a juste un gros trésor à la fin et toutes les salles sont disposées de manière quasiment aléatoire avec plein de petits challenges qui n'ont aucun lien les uns entre les autres. Mais c'est assez cool de jeter des dés pour trancher tout ce qui se trouve entre l'entrée et la fin. Et il y a cette dichotomie entre les funhouse et puis les donjons à écosystème. Voilà. Greg, est-ce que tu voulais rebondir aussi là-dessus ? Oui. Juste petite remarque petit truc qui vient de me faire tilt. C'est assez rigolo comme les funhouse justement, ou les donjons un peu parc d'attractions, sont donc à prétexte ou je sais pas quoi, ont quand même fait leur chemin vers vraiment la fiction mimétique. Genre que l'on pense justement au donjon Nullbuck ou la BD Donjon, où cette structure très donjonesque qui n'aurait pas de sens dans le vrai monde, tout d'un coup se met à exister dans un monde fictionnel. On y réagit, on y habite sans forcément y jouer. Voilà.
il y a toujours dans cette espèce de recherche de cohérence, il y a un autre jeu dont j'aimerais parler, c'est Donjon de Johan Sfar, inspiré de la BD. Donc c'est Donjon clé en main. Bon là, c'est la caméra est inversée, donc vous voyez malheureusement pas. Mais c'est Johan Sfar qui est un rôliste émérite, et donc sa prise de position, c'est de dire voilà, le donjon est un parc d'attractions. Et en fait, au lieu de chercher une cohérence en dehors de ça, on va le prendre exactement tel quel et on va dire qu'en fait c'est une entreprise. Le Ouais, maître ouais. du donjon, il fait exactement tout ce qu'il faut pour attirer les aventuriers, parce qu'en fait, plus il y a d'aventuriers, plus il les tue, plus il a de trésors, plus il est riche. Et donc c'est une entreprise. Et alors le jeu donjon clé en main permet pas vraiment de jouer le maître du donjon, ce que je regrette, mais il y a un côté un peu dungeon keeper, comme le jeu vidéo dans la BD qui est franchement assez farfelu et que je conseille. Je crois qu'il y avait un jeu, je me demande si c'est pas Agence Barbare, où les PJ étaient en fait des accompagnants de noobs qui débarquaient dans des donjons, et pas dans des donjons virtuels, donc dans des donjons en vrai, et qui devaient faire les escortes de nobles qui cherchaient les sensations fortes. C'est un jeu chez Stella Maris, il me semble. Il me semble en avoir entendu parler de la bouche de Michel Chevalier de chez Stella Maris. Alors, Gabriel, oui, tu voulais aussi réagir? Ouais, j'aimerais juste rebondir aussi sur une chose que vous avez dite par rapport au besoin parfois de cohérence dans un donjon. Michael l'a très bien décrit avec le fait que tu as des entrées-sorties limitées dans un donjon, et puis ça fait partie du donjon aussi. Je me suis retrouvé parfois avec des joueurs qui n'arrêtaient pas de rentrer, tuer deux monstres, sortir, aller se reposer, revenir complètement fit. Un bon donjon, en fait, à mon avis, doit avoir un challenge. Qui fait et participe à cela le fait que les joueurs ne peuvent pas aller et revenir comme ils veulent. Et en fait, je me demande, vous me direz ce que vous en pensez, si ce n'a pas à voir avec une certaine maturité dans la manière à laquelle on écrit les jeux de rôle à l'heure actuelle par rapport à il y a 30-40 ans avant, où en fait, moi quand j'ai commencé avec HeroQuest à l'époque, on s'en foutait de la cohérence. Le personnage entrait dans une pièce, il tuait des monstres, il trouvait un trésor, il était content, et puis il réussissait sa mission. Alors qu'aujourd'hui, mes joueurs sont beaucoup à se demander, oui, mais là j'ai fait beaucoup de bruit, pourquoi est-ce que les monstres de la pièce d'à côté n'ont pas entendu, ne nous ont pas débarqué dessus? Et effectivement, j'adapte ma manière de faire maître de jeu en, en intégrant également la discrétion des joueurs, les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas ressortir. Est-ce que, je sais pas si quelqu'un a une remarque à faire par rapport à ça, est-ce que ça dépend de la maturité de la manière à laquelle les gens écrivent les jeux à l'heure actuelle? Maturité, je sais pas, j'aurais plutôt l'impression que. Enfin, parce que toi, on peut encore faire du HeroQuest, on peut encore faire du PMT avec des donjons qui n'ont absolument aucune cohérence et prendre un max de plaisir à le faire. Euh, et après, après, c'est peut-être aussi une question de pacte avec, enfin, ou de contrat avec tes joueurs. Dans le sens, finalement, si tu prépares un donjon sans, enfin, sans aucun prétexte, je sais pas quoi, hein, et qu'un de tes joueurs dit ah non, non, moi je veux sortir et me tirer, ou ah non, moi je vais aller causer au gobelin plutôt que de l'attaquer, est-ce que finalement, est-ce qu'il n'est pas enfin, en rupture de ce pacte, même, enfin, peut-être sans le faire exprès, hein. Alors, il est évident qu'au départ, il y a une suspension d'incrédulité par rapport à certains paramètres et un consensus entre maître de jeu et joueur sur la manière à laquelle les choses se passent, comme tu appelles ça un pacte, effectivement. Et c'est deux types de jeux différents. Le jeu dans lequel les gens viennent juste pour avoir une attraction, un petit frisson et puis une récompense, et le jeu dans lequel les joueurs veulent une réflexion plus poussée, une cohérence complète entre tous les éléments. Ouais, bah justement, enfin, Ezekiel parlera de forme du plaisir. Euh, Moi, je vais parler d'exigence ludique. C'est parce que bah, c'est des éléments enfin, qui te font plaisir à jouer, mais c'est pas les mêmes éléments. Genre, tu peux avoir un plaisir à jeter des dés, à évoluer ton personnage, à tabasser du monstre et à progresser. Mais tu peux aussi avoir un plaisir à explorer un univers cohérent, faire du RP avec les PNJ. C'est justement une des joies du jeu de rôle. Bon, pas que le jeu de rôle évidemment, mais
de pouvoir répondre à plusieurs de ces exigences ludiques à la fois, quitte à parfois justement créer des tensions. Euh, ben, je me souviens quand j'avais fait du HeroQuest avec toi, Gabriel, et que tu avais eu un chouette coup de maître d'être très souple vis-à-vis de ça. Mais je me souviens que je marchais sur les œufs en te demandant est-ce que je peux aller causer à l'ennemi, je vais pas me faire ramasser, je vais pas faire de l'anti-jeu. Euh, ça se négocie et ça se négocie même pendant la partie. Ouais, tout à fait. Et la même partie avec d'autres joueurs, j'aurais eu des réactions où les joueurs seraient allés directement taper le monstre en se disant le paradigme c'est porte monstre trésor, je Mhm. vois un monstre, je le tape. Mm. Chacun a sa manière de trouver son plaisir dans ce genre de jeu. Je pense que c'est le moment idéal justement pour donner la parole à Nicolas Marianovic qui nous a rejoint en cours de route. Nicolas, effectivement, tu as eu un avis sur justement les différentes formes de plaisir. Est-ce que tu pourrais nous le présenter? Alors, beaucoup de choses, oui, oui, oui. Alors, les 8 formes de plaisir, c'est une des théories du jeu des jeux qui existent, qui est dérivée de l'industrie vidéo, qui cherchait un peu à comprendre sa clientèle. Et parce que quand on dit joueur vidéo, celui qui joue aux échecs sur un ordinateur, celui qui joue à Call of Duty ou celui qui joue à Minecraft, c'est tous des joueurs de jeux vidéo et pourtant, ils vont rarement jouer à tous ces jeux. Et à partir de là, bon, il y a une théorie du plaisir. Et en fait, si on regarde le porte-monstre trésor ou le donjon par rapport au jeu narratif, il fonctionne sur des mécanismes différents. Si on prend le porte-monstre trésor, il y a un aspect stratégie, résolution du problème qui est fortement accentué. On va se retrouver face à des monstres qui ont des caractéristiques spécifiques, qui nécessitent des stratégies déterminées pour en venir à bout. Et donc le plaisir vient de la manière dont on réussit à résoudre ces challenges, parce que des fois on connaît ces monstres, des fois on ne les connaît pas, et donc il faut s'adapter s'adapter au vol. Donc ça, c'est une des formes de plaisir qui est justement le défi. Et puis, il y a la récompense immédiate qui est en général le trésor. Donc il y a un système de gratification et de plaisir qui va là-dessus. Si on parle des jeux plus narratifs, on parle d'autres formes de plaisir, on parle de la narration, de l'imaginaire. Donc je pense que ces 2 formes de jeu ont leur place, mais s'adressent à des joueurs différents. Parfois, ça peut être les mêmes, mais ça cible des populations de joueurs différentes. D'un autre côté, le point de vue donjon, pour mettre de côté l'aspect, on va dire, des formes de plaisir, il y a de côté tactique ou conceptuel qui est facilement abordable parce que les choix sont limités. Donc j'ai beaucoup aimé l'exemple du sorcier de la montagne de feu parce que en fait, pour un joueur, combien de fois vous avez eu un nouveau joueur de jeu de rôle qui a entendu vaguement parler du jeu de rôle, qui a jamais joué, qui est à votre table et puis il ne sait pas trop quoi faire? Un donjon, c'est simple. On y va pour ramasser du trésor. Donc du coup, on n'a pas besoin de trop se poser de questions. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois discuter? Est-ce que je dois négocier? Donc c'est quelque chose de facilement abordable. Et pour le meneur de jeu, c'est aussi quelque chose qui est plus facile à gérer. Je ne vais pas dire à créer forcément parce que on veut peut-être mettre des challenges intéressants, donc ça vient avec ses propres défis, mais dans le déroulement de la partie, c'est plus facile parce que les choix sont plus limités. Donc pour des meneurs de jeu qui ne se sentent pas à l'aise avec des improvisations complexes, c'est une porte d'entrée assez facile. Donc voilà, c'était mes 2 aspects par rapport au porte-monstre trésor, par rapport au narratif qui était au tout début de la discussion, et puis aussi à l'aspect structurel du donjon.
de fait qu'il limite les choix est plus abordable tant pour les joueurs que par les meneurs de jeu. Ouais, en effet. Alors, moi, j'aime bien. Je pense qu'en fait, Nicolas, je trouvais que c'était vraiment pertinent de te laisser aborder le sujet des 8 formes de plaisir. Je pense que ça vaudrait le coup d'en faire un sujet à part entière, en fait. Bien Euh, volontiers. mais là, c'est bien parce que ça donnait un nouveau regard sur le donjon. Donc, on a vu le donjon comme structure narrative, comme ambiance, comme proposition ludique. En fait, comme le donjon il est présent depuis le début de la création du jeu de rôle, moi j'ai envie de citer donc un éditeur que m'avait fait connaître Batro Noban, qui disait voilà, l'art occidental avance en rupture d'un académisme à un autre. De quoi doit-on s'extraire aujourd'hui? Peu le savent et visent souvent à côté de la cible. Pour critiquer un classicisme, il faut le maîtriser. Donc c'était un peu le but de cette première partie de discussion. J'ai envie de dire, entourer les choses, essayer de donner des définitions. Là, je vous propose en fait qu'on écoute. Alors, il y a Gabriel qui nous a fait, qui a eu la gentillesse de nous préparer un petit billet d'humeur. Donc, Gabriel, si t'es ok, je te propose de nous le lire maintenant. Et après, je vous propose qu'on se lance dans une deuxième partie de soirée, plus courte que la première, où on essaye en fait de plus faire l'état des lieux, mais de trouver de nouvelles manières de raconter le donjon, de s'approprier avec les nouvelles tendances, avec des nouvelles façons de jouer. Greg et moi, on avait eu l'idée d'un truc, mais c'est tellement monstrueux que je pense que je sais pas si un jour ça verra le jour. Donc voilà, Gabriel, si t'es d'accord, je te laisse la parole pour un moment. Ah oui, le donjon. Parc à thème pour aventuriers en manque de frissons, il représente dans l'esprit du rôliste l'un des premiers archétypes du lieu empli de dangers autant que de fabuleuses récompenses. Élément central de certains gameplays, comme on l'a cité tout à l'heure, certains jeux se veulent dungeon crawler, poussant le vice à l'extrême et supprimant toute partie rôle pour se concentrer sur l'exploration souterraine. Nourris de notre imaginaire d'enfant, métaphore de la cave lugubre dans laquelle nous n'osions pas nous rendre, effrayés que nous étions par cette peur ancestrale transmise par notre mère, perchée sur un tabouret au milieu de la cuisine, un balai à la main, tentant tant bien que mal de repousser une araignée surgie on ne sait comment du sous-sol froid et humide où elle se terrait. Le donjon est un endroit où l'on ne peut se rendre sans une torche ou de super pouvoirs raciaux qui permettent de voir dans l'obscurité la plus totale. Il représente l'une des épreuves que tout enfant doit surmonter pour prouver son courage. Mais il n'est pas que cela. Se situant au bas mot 6 pieds sous terre, le donjon est l'antre des morts et de nombreuses créatures fuyant la lumière. Et par là, je parle de rats et autres vampires, pas des geeks écumant les MMORPG derrière leur PC. Ainsi, les zombies n'ont plus besoin de se creuser un chemin jusqu'à la surface, puisque tout un lot de cerveaux sur pattes s'aventure régulièrement dans leur antre, amenant subsistance d'un pas confiant de naïveté. Et bien souvent, ces vagabonds que nous sommes ne se gênent pas pour considérer le donjon comme un repère d'abjects monstres, et de ce fait, pour s'ériger en juge, juré et bourreau, se permettant le massacre sans se poser de questions, puis le pillage de richesses devenues sans propriétaire légitime. Mais alors, me direz-vous, et votre interrogation est tout à fait légitime, les explorateurs de donjons sont-ils vraiment dans leurs droits? Et si nous n'étions que de vils brigands sans scrupules? Oui, c'est ce que nous sommes, tant qu'il y a richesse et XP à la clé, mais la question est rhétorique. Laissez-moi continuer sans m'interrompre, que diable. Et si les habitants du donjon étaient les gentils, et de ce fait les aventuriers les méchants? C'était le parti pris par exemple de Dungeon Keeper, un jeu vidéo de stratégie édité en un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Essayez d'imaginer tout cet écosystème de créatures venues d'horizons différents, ouvriers, novices et maîtres d'armes, supervisés par la présence bienveillante du maître du donjon, vivant en harmonie précaire, ne redoutant que la menace des héros, entre gros guillemets, qui, invariablement, débarquent dans ce petit paradis imparfait pour y semer la zizanie, pillant et massacrant tels des croisés avides de sang et de gloire, faisant peu de cas de la souffrance qu'ils engendrent. Alors oui, le donjon est la personnification de nos peurs d'enfance, la promesse d'un tombeau où il faut redoubler de courage pour en ressortir vivant, mais il peut également être l'antre de tout un tas d'espèces méconnues que l'on gagnerait à découvrir par un subtil échange culturel, autour d'une tasse de thé, au coin du feu, partageant une discussion philosophique sur les différences qui nous rapprochent. Ou alors, un bon coup de hache pour leur fracasser le crâne. Crom! Parce que c'est surtout ça, le donjon. Une suite de péripéties dans un lieu hostile, où l'environnement lui-même veut notre mort, où mille et un dangers se dressent sur notre chemin, où la moindre erreur peut se révéler fatale, et où pourtant on retourne encore, et encore, et encore, friand d'épreuves à surmonter, d'horribles monstres sur qui se défouler sans scrupule, et de fabuleux trésors à la clé. Alors moi, je signe tout de suite.
Merci Gabriel, un vrai cri du cœur. Et, Génial. et ben en fait, je pense que ça fait une transition agréable vers justement la suite. Qu'est-ce que ça serait le donjon idéal en fait? Comment on pourrait renouveler le genre? Avec Grégory, on avait pensé un jour organiser une espèce de soirée donjon. On avait prévu d'ailleurs, tu vois pourquoi je fais référence à ça, Greg, on avait prévu ça dans la cave du Quartz, parce que en quelque sorte c'est déjà un donjon, et aussi parce que le lieu s'y prête, et on y reviendra après, mais on avait prévu donc de louer cette salle, la cave du Quartz, et de faire un espèce de donjon sur table, où un donjon participatif où les équipes arrivent au fur et à mesure et parcourent le donjon, et les équipes d'aventuriers, donc ça voudrait dire on s'inscrirait avec 1 ou 2 amis, puis on arriverait dans la salle du Quartz et on se verrait remettre une figurine et on parcourt le donjon qui prendrait toute la salle, qui serait composée de plusieurs pièces, plusieurs places plusieurs endroits dans la salle. Et on s'était imaginé ça. Alors c'est un espèce de truc impensable à mettre en route. Ça va être très très compliqué. Mais est-ce que vous-même vous auriez des idées sur comment on pourrait renouveler le genre en fait? Ah, mais attends, Pierre. Moi, je vais creuser encore un petit peu ce balbutiement d'idées que nous avons eu. Et c'est vrai qu'on a voulu, enfin, on souhaitait, ou nous avions souhaité prendre un peu le contre-pied de la présentation du donjon classique, qui était justement le donjon qui devient existant que parce qu'il est parcouru par les aventuriers. Et je crois qu'on avait discuté du fait que finalement chaque MJ qui participait à l'événement gérait une pièce ou un endroit et c'était l'endroit qui évoluait, qui devenait vivant, qui pouvait accueillir des aventuriers, qui était ensuite changé à cause de l'interaction et qui accueillait d'autres aventuriers. Bref, de faire une conception de donjon en co-création entre les différents MJ avec ce focus sur certaines pièces. Bref, voilà. Alors, je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez soit des noms de jeux qui existent, qui justement prennent un peu le contre-pied de ce qu'on a dit? Donc moi, j'ai fait deux name dropping entre Dessine-moi un donjon et le jeu de Johan Sfar, Donjon clé en main. Est-ce que vous autres, vous avez aussi des conseils à donner pour les gens qui voudraient explorer le donjon différemment? Quand tu parles de mettre en place une sorte de mini-jeu donjon au Quartz ou autre, avec une pièce différente, dans chaque pièce il y a une épreuve menée par un maître du jeu, c'est une sorte de mini Fort Boyard en fait? Pardon. J'aime assez la comparaison en fait. Je l'avais pas vu venir. Non, pas forcément, parce que dans un Fort Boyard, la pièce, lorsque les gens la quittent, elle est réinitialisée ou elle devient inexistante. Là, justement, il s'agit de penser l'évolution de cette pièce. Lorsque il y a la première itération, qu'elle accueille la première fois des joueurs, je sais pas, un combat contre des gobelins, puis après un autre groupe vient, découvre juste une pile de cadavres, ou au contraire avec uniquement géant, avec uniquement comme survivant un des gobelins qui fait jurer aux nouveaux joueurs de venger la mort de toute sa famille, puis ça part sur du PVP. Et je recommande chaudement d'ailleurs l'utilisation de la table de génération de personnalités pour gobelins morts, que je mettrai en lien dans un instant, pour quand il y a un gobelin anonyme qui meurt et qu'on a envie de faire payer moralement à nos personnages, il y a toujours possibilité d'avoir ça. Il y a Nicolas qui souhaite s'exprimer, puis Fiona. Et Fiona aussi. Alors Nicolas en premier ou Fiona en premier, j'ai pas. Je crois que Nicolas a levé d'abord la main sur la vidéo. Ouais, tout à fait. Ok, vas-y. Alors en fait, moi j'ai pas de jeu à proposer, mais j'ai un mécanisme qui serait intéressant. C'est-à-dire que quand un joueur se joint à l'équipe, il peut décider, en fait il doit décider d'un obstacle, d'un défi, que ce soit sous forme de monstre ou autre, à mettre dans le donjon, et lui-même va gagner des récompenses, des points d'expérience ou quoi que ce soit, en fonction de la difficulté qu'il astreint aux joueurs. Mais comme il fait partie du groupe,
si c'est trop difficile et qu'il gagne beaucoup de points d'expérience, il risque de tuer beaucoup de ses des autres personnages. Donc il y a un effet, c'est pas le fait de tuer les adversaires ou les monstres qui ramènent des points d'expérience, mais c'est la difficulté que tu mets. Donc du coup, on apprend que en faisant des crasses aux autres, sachant qu'on fait partie du lot. Ah, c'est Il pas y a, mal. en plus, il y a un espèce d'équilibre à tenir, si j'ai bien compris, parce que si tu fais une crasse trop, pas assez importante, tu ramasses pas de points, et trop importante, tu restes. C'est ça, en fait? Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est un petit peu l'évolution parce qu'on a vu, il y a la structure classique du donjon où tu as le meneur de jeu qui sait tout, qui est séparé des joueurs par un écran et les joueurs qui découvrent au fur et à mesure. Fate, entre autres, a introduit le concept où, avec des points Fate, tu peux intervenir de manière narrative dans le jeu de rôle. Et je pense que la prochaine évolution, c'est un jeu de rôle plus ou moins sans meneur de jeu, où tous les joueurs ont le même poids dans l'aventure. Et une idée, quand tu parlais de ce donjon, comme il y a toujours à se taper dessus, eh bien les joueurs contribuent à l'aventure en se faisant des crasses, mais ils ne progressent non pas en tuant, puisque c'est la méthode classique, on va dire, de Donjons et Dragons, mais avec les crasses qu'ils mettent. Voilà. Donc effectivement, il y a l'équilibre à trouver. C'est une crasse trop facile, tu progresses pas. C'est trop difficile, tu fais un TPK. Ah, c'est pas mal. Fiona, tu voulais participer au name dropping? Ouais, tout à fait. Du coup, ça me permet de rebondir sur plusieurs points qui ont été dits. Premièrement, par rapport à la chronique de Gabriel où il parlait sur la fin du fait que les gentils des uns sont parfois les méchants des autres ou inversement. Ça me faisait penser à World of Warcraft, du coup, côté jeu vidéo, où forcément, selon les factions qu'on joue, c'est les mignons des autres qu'on va aller défoncer, c'est les châteaux des autres qu'on va aller piller, etc. Et c'est une dynamique qui est particulièrement intéressante quand on commence à jouer plusieurs factions et qu'on se dit, tiens, en fait, tout à l'heure, ça c'était mes potes, et maintenant ça devient mes ennemis, et je dois les tuer. Et ça donne une chouette profondeur à l'univers où tu sais du coup que les gens en face ont leur propre but, leur propre logique, leur valeur, leur histoire, etc. Mais que toi, tu as l'histoire de ta faction et que du coup, ça te pousse à faire ce que tu fais quand même, puisque tu suis la mécanique du jeu et que tu vas faire, ma foi, aussi des donjons, etc. Et pour rester dans le jeu vidéo, puisque on y a aussi du coup pas mal d'emprunts à la figure du donjon du jeu de rôle. J'avais pensé à deux jeux en particulier. Le premier, c'était Shopkeeper. Il y a eu le 1 et le 2 qui est sorti un peu plus récemment. Où plutôt que d'aller explorer le monde, aller faire des donjons, etc., on est par contre dans le village duquel tout part en général. Et on fait partie des travailleurs du village, puisque je crois qu'on tient une auberge en l'occurrence et qu'on reçoit les aventuriers. Et pour pousser même ça un petit peu plus loin, il y a The Quest Giver, qui est dans le même esprit, puisque là, encore mieux, on est celui qui va donner la quête à l'aventurier, qui va rencontrer les héros et qui va leur inventer en fait même les quêtes. C'est le but du jeu, créer des quêtes et envoyer les aventuriers. Ensuite les gérer quand ils reviennent et gérer tout ce que les aventuriers, eux, se lavent bien les mains de gérer. Donc déjà dans le jeu de rôle, on trouve ces quelques aspects-là qui explorent peut-être des manières de faire du donjon, mais autrement. Ou qui se prêtent à retourner un peu l'archétype. Mais comme tu l'as dit, Ouais. pardon, comme tu l'as dit dans ton Non, intervention, on est dans justement on explore ce genre donjon avec des traitements autres. Et enfin, même si certains justement prennent complètement le contre-pied, comme tu dis, avec celui qui confie la quête ou je sais pas quoi, ça reste un contre-pied à quelque chose. Ça reste quand même du traitement du donjon. Ouais, c'est là que je trouve très intéressant justement de voir le donjon comme genre.
et ensuite de réfléchir à toutes les manières dont détourner le genre en se rattachant à ces archétypes, à ces stéréotypes même des fois, pour prendre le contre-pied de l'horizon d'attente que les joueurs peuvent avoir souvent quand ils voient un jeu estampillé donjon. Ouais. Techniquement, c'est même pas du contre-pied, c'est un changement de perspective. Ouais, tout à fait. Enfin, Ouais, non, alors clairement. Ouais. Autant pour Ouais. ce que vous disiez tout à l'heure aussi avec le donjon qui vit au-delà du passage des aventuriers, c'est toujours le fait d'avoir une autre perspective sur la même chose au final, mais de prendre un point de vue qui n'est pas celui des aventuriers d'habitude. Et d'ailleurs, justement, pour rebondir une dernière fois sur cet exemple de le donjon autrement, de ce qui se passe dans le donjon quand les joueurs n'y sont pas, ou les conséquences du passage des joueurs. Ça me faisait penser à l'article de Don Carson que David Javet, qui est pas là ce soir, nous a partagé plus tôt. Don Carson, qui est un concepteur autant de jeux vidéo que de parcs d'attractions, si j'avais bien compris, et qui donnait du coup plusieurs éléments de création d'univers. Et il y a un élément qui mentionnait et qui fait complètement écho à votre idée, à vous, Pierre et Greg. C'était celui d'explorer les éléments de cause à effet. C'est-à-dire, par exemple, si tu mets une porte défoncée, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça dit sur l'univers? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé là, qui va peut-être se retrouver plus tard, etc. Et dans cette lignée, il y avait l'idée de, par exemple, faire revenir un joueur sur un lieu altéré par le temps ou altéré par son propre passage. Donc, une idée de changement de perspective, encore une fois, ça pourrait être, par exemple, que une fois que nos héros ont trouvé leur trésor, ont terminé leur donjon, il faut bien qu'ils en ressortent. Et pour ça, il faut bien qu'ils repassent par tout ce qu'ils viennent de massacrer précédemment. Et on pourrait même imaginer, pour ajouter un peu de piment encore à ça, qu'ils s'affaiblissent au fur et à mesure de leur sortie du château, en voyant successivement tous les massacres et toutes les catastrophes qu'ils ont causées pour aller chercher leur trésor. Est-ce que, Antoine, ça ressemble à... Ou alors je me trompe, au net hack que tu décrivais au début, là justement, quand la deuxième salle d'aventurier revient 10 ans après la première. Non, ça c'est pas NetHack, c'est Below. Mais Ok. ouais, c'est ça. En fait, les gens qui travaillent sur le game design de Capybara Games, ils ont toujours des réflexions assez profondes finalement sur ce qu'ils veulent faire passer comme message. Et puis dans le premier de leur jeu, qui s'appelait Sword and Sorcery, avec un W, Sorcery, ils jouaient sur le fait qu'on a un héros, une héroïne en l'occurrence, qui cherche à finir une quête, et il y a rien qui est nommé en fait. On croise un loup, on croise un villageois, on croise une bergère sympathique, on croise un méchant magicien, mais il n'y a jamais de nom, c'est pas précisé. Et puis c'était une idée sur le fait que tout était un peu générique et remplaçable. Et là, dans Below, il y a vraiment ce côté un petit peu, cette espèce de malaise qui s'instaure au fur et à mesure qu'on descend, et qu'à chaque fois qu'on revient, en fait, après avoir échoué lamentablement, on voit les traces en fait de notre passage précédent qui ont vieilli, qui se sont érodés, où il y a de la poussière, il y a le cadavre d'avant, celui d'encore avant, celui d'encore avant, et ainsi de suite. Et c'est très alors je sais pas du tout ce qui se passe quand on arrive tout en bas et qu'on commence à remonter en fait. Est-ce que y a pas le pendant jeu vidéo, ça serait pas The Darkest Dungeon, qui est un peu en mode aussi désespéré, Die and Retry, où tu refais inlassablement la même chose en croisant les cadavres de tes anciens personnages finalement? C'est pas le pendant holistique de ça? Je saurais pas trop te dire, non. Enfin, holistique. Enfin, ça reste un jeu vidéo, Darkest Dungeon. Ouais, J'ai c'est pas un le jeu souvenir que tu recroises les cadavres de tes anciens. Enfin, il y a ce côté très un peu perso chair à canon qui débarque chaque jour à coup dans la diligence et que tu peux envoyer au casse-pipe. Mais c'est vrai que Darkest Dungeon est un cas très intéressant encore une fois dans le genre donjon, par le fait que dans ton instance donjon, ton personnage va pas progresser. Au contraire, au fur et à mesure que le donjon se passe, ton perso devient de plus en plus faible, perd de plus en plus de vie, gagne de plus en plus de folie.
et t'as de moins en moins de torches. C'est une sorte de donjon à l'envers quelque part. Alors moi, de ce que je me souviens de Darkest Dungeon, ton personnage s'améliore quand même. Mais effectivement, Oui, il y a mais cette entre les histoire donjons. de prix à payer où tu vas effectivement morfler au niveau moral, au niveau santé mentale, et tu vas choper des maladies qui vont t'affaiblir. Mais ton personnage va quand même devenir plus balèze. C'est un peu comme dans Cthulhu où tu as ce contrepoint de la santé mentale qui va finir par complètement bouffer les autres compétences de ton personnage. Bah, si on considère Darkest Dungeon, enfin dans les séquences vraiment de donjons dans des vrais donjons de guillemets, bah là il s'affaiblit peu à peu. Mais après si tu le prends d'un point de vue macro et finalement que tu considères chaque donjon dans le jeu comme une pièce de la structure donjon, bah oui, on peut y lire une structure à peu près Portsmouth Trésor où entre chaque donjon, ton personnage il peut se reposer et là c'est à la fin de chaque donjon que tu as le passage de niveau, là, éventuellement, et qui s'améliore. Mais oui, alors du coup, Stéphane, t'as raison, du point de vue macro, on retrouve une structure de donjon dans Darkest Dungeon, même s'il y joue du point de vue micro. Nicolas Marianovic, tu voulais intervenir? Oui, on parlait de manière alternative de jouer à Donjons et Dragons. J'avais suivi un podcast d'un groupe de joueurs qui faisait du Donjon Dragon. Je pense que ça devait être la 5e édition. Ils testaient ça. C'était tous des joueurs et un meneur de jeu confirmé. Et le credo des joueurs, c'était d'essayer de négocier avec tous les monstres qu'ils rencontraient pour les recruter, pour en faire des alliés, ou pour les convaincre que de toute façon ça valait pas la peine de se battre, qu'ils allaient avoir mal tous, et qu'il y avait peut-être un moyen de transiger. Donc c'était assez amusant de voir ça, mais bien évidemment, on revient un peu à la mécanique du jeu, c'est que Donjons et Dragons, les règles sont très détaillées pour les combats, ne sont pas du tout détaillées pour les combats sociaux. Et en fait, c'était un joueur qui avait très bien compris, il avait dit, et il avait analysé après coup ce qu'il avait fait, il avait fait un personnage qui était très doué pour la négociation parce qu'il savait que les règles de base, tu fais juste un test de compétence pour une négociation. Donc il avait maximisé son charisme, et en fait il avait pris le contre-pied de la mécanique, le point faible du système, et du coup ça avait complètement renversé la campagne, parce que grosso modo il réussissait plus ou moins systématiquement ses jets, que ce soit de l'intimidation ou de la négociation, et un combat qui aurait dû nécessiter de multiples jets de dés de part et d'autre était résolu par un unique jet de dés. Donc il y avait un aspect metagame où il avait découvert la faiblesse du système, et avec la complicité du meneur de jeu quand même, il l'avait exploité, et en fait ça avait donné une campagne qui était très intéressante, complètement anormale par rapport au code traditionnel. Si on peut considérer normal, anormal quand on parle de jeu de rôle, mais prendre le contre-pied une manière différente de jouer à Donjon. Ouais, l'espèce d'attentat culturel du joueur, j'adore l'idée. J'adore l'idée d'en fait le mec il reprend, comme dit Myosotis, le PJ devient le maître du donjon. En fait, ouais, il y a une espèce de prise de contrôle. C'est pas mal. C'est pas mal. J'avais envie de citer un jeu, il me semble que c'est toi Antoine qui m'en avait parlé, un jeu de donjon où en fait tu ne joues pas l'exploration du donjon, mais tu joues les aventuriers quand ils reviennent du donjon et qu'ils se sont fait péter la gueule et qui retracent ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a mal tourné. Est-ce que j'ai rêvé ou tu m'en as parlé, Antoine? Ça me rappelle quelque chose. Le souvenir est vague, mais ça me rappelle aussi quelque chose. En tout cas, je trouve le concept assez marrant. Tu dis Stéphane? Ah oui, non, d'accord. En fait, effectivement, non, c'était pas comme ça. Mais effectivement, oui, je suis en train de bosser sur un jeu qui fait quelque chose de similaire. En fait, c'était
comment dire? Bon, en fait, ce qui se passe, comment les aventuriers sont allés dans le donjon, comment ils en sont sortis, tout ça, à la limite, on s'en fout pas mal. Nous, ce qui nous intéresse réellement, c'est comment ils s'en sortent et comment ils gèrent leur vie après avoir massacré plein de choses, après avoir perdu des collègues, après avoir perdu une jambe, après avoir été ressuscité, parce que je suis presque certain que ça doit impliquer un certain nombre de traumas. Et puis en fait, le jeu consiste à leur faire on joue une séance de psychanalyse où les personnages sont en fait tous en PTSD. En fait, ils sont vraiment au 36e dessous. Et en fait, on joue la conquête du donjon et comment dire, sa fuite, disons, comment ils sont allés et revenus, par flashback, où là, en fait, les personnages vont commencer à... Ouais, en fait, à ce moment-là, peut-être que j'aurais dû dire que j'étais pas d'accord, ou j'aurais dû être poli et tout. Et pour mécaniser, en fait, ce mécanisme de flashback et ainsi de suite, je me suis acheté un memory et j'aimerais utiliser le memory le plus infantile que je puisse trouver pour pouvoir mettre ce truc en scène, en fait. Vous voyez lequel? En fait, ce truc avec les dalles, il y en a toujours deux, on les mélange comme ça et puis après on en prend une, on regarde, on la repose et quand quelqu'un tombe sur la même dalle, le but c'est de retrouver les paires en fait en se souvenant où elles étaient. Et en mécanisant comme ça. Donc c'était pas vraiment le retour, c'était plus en fait un flashback après coup avec support psychiatrique. Bah là en fait on revient à ce qu'on disait avant, c'est typiquement un jeu, bon ça prend comme base le donjon, c'est le skin du donjon finalement, mais c'est une autre structure narrative. Alors là on n'est plus dans le polar, on est plutôt dans le drame social, mais flashback, mais ouais, c'est pas mal. Après, la mécanique est inspirée par 3/16e, en fait, où le flashback construit l'univers des personnages, en fait. En 3/16e, c'est pas un donjon, on joue des soudards qui massacrent, en fait, arbitrairement des extraterrestres qu'on leur a pointé du doigt. Mais en fait, à chaque fois qu'il leur arrive des trucs, on joue en fait un flashback, et puis il y a toujours des traumas qui viennent avec ça. Et ça m'avait fait... on en avait discuté avec Olivier Caïra en fait la dernière fois qu'il était par là, et puis en fait l'idée est suffisamment bête pour que ça soit intéressant, quoi. À fond. Tu dis Stéphane, l'idée d'Antoine ça ressemble à une version dark des aventures du baron de Munchausen, c'est vrai. Oui, alors je voulais juste préciser, c'est un jeu de rôle qui existe, donc c'est inspiré évidemment du bouquin, mais c'est un jeu dans lequel on va jouer des gentilshommes, enfin présumés tels, qui vont se raconter des histoires extraordinaires. Donc c'est un jeu purement narratif, et de temps en temps, quand on va vraiment trop loin dans l'improvisation, les autres joueurs peuvent dire mais chère comtesse, est-ce que vous n'exagériez pas un petit peu là, le truc, et soit on insiste et on continue à aller dans le bazar, soit on dit non, vous avez raison, ma mémoire me fait peut-être défaut, c'était peut-être 300 gobelins et non pas 400, enfin, ce genre de choses. Le donjon des Marseillais, le retour. Nicolas, t'as fait une intéressante remarque sur le jeu Fate et plus exactement l'univers Base Raider. Tu nous en dis un peu plus? Oui, alors Base Raider, c'est un jeu de super-héros. Le concept à la base, c'est que tous les super-héros existants ont disparu dans un événement appelé Ragnarok. Bon, c'est la base de données. Mais ce qui reste, c'est toute leur base. Et donc, il y a plein d'individus médiocres, donc les personnages, qui, pour des raisons personnelles, veulent pénétrer dans une de ces bases pour acquérir des super pouvoirs. Et une des mécaniques qui est proposée dans les règles, c'est la co-création de la base. Donc la base est définie par 6 à 8 éléments de tête. C'est quelle était sa fonction. Est-ce que c'était une prison? Est-ce que c'était la base principale? Est-ce que c'était une base d'observation? Est-ce que c'était un coffre-fort, etc. Il y a sa localisation, il y a les défenses qu'elle peut avoir, etc., etc. Et puis,
À tour de rôle, pour chaque élément, tous les joueurs proposent quelque chose. Et ils vont faire un test de compétences pour justifier pourquoi est-ce que, ou comment est-ce qu'ils ont eu cette information. Donc, ça peut être des tests de réseau social, des tests de hacking pour dire oui, moi j'ai hacké la base, donc j'ai les plans et je sais qu'elle est située dans l'Antarctique ou des choses comme ça. Mais ils ne savent pas, c'est le meneur de jeu qui fixe la difficulté et ils ne savent pas s'ils réussissent ou non. Donc, ils vont faire ça pour les 6 ou 8 éléments. Et tantôt, ils vont réussir et donc ils auront raison. L'élément qu'ils ont décidé sera là dans la base ou non. Et le meneur de jeu ajustera en fonction de ses résultats. Et donc ça, c'est la première partie, j'ai envie de dire, de la partie, c'est la création de la base. Et la deuxième partie, c'est la véritable exploration de la base avec des informations plus ou moins erronées, puisqu'ils ne sauront jamais s'ils ont raison ou pas. Donc ça, c'est décrit mécaniquement. C'est pour ça que je mentionne ce petit jeu indie. C'est parce que c'est pas laissé à l'appréciation du meneur de jeu comment il le fait. Il y a des règles mécaniques qui décrivent la co-création de base, pour pas que ça soit tout le temps sur les épaules du meneur de jeu. Alors, corrige-moi si je me trompe, Nicolas. Donc là, il y a des règles de création, de co-création de la base, mais est-ce qu'il y a aussi des règles de gestion? Il me semblait que oui. Non, parce que la base est faite pour être pillée à la base. Ok, d'accord. Donc on reste du côté. Rajouté pour vous dans la partie. Bien joué. Non, parce qu'effectivement, alors moi ça serait vraiment mon rêve d'avoir un jeu de rôle qui est un peu à la Dungeon Keeper. J'avais adoré ce jeu vidéo, édité chez Bullfrog. Pour info, Gabriel, c'était une boîte qui faisait beaucoup de jeux très originaux. Et alors, si vous connaissez un jeu qui s'apparente de près ou de loin à Dungeon Keeper, moi je suis preneur. Gabriel, t'avais envie d'intervenir? Oui, juste une remarque par rapport à. Je voulais pas citer le nom de la société qui éditait ce jeu, mais c'était pas grave, mais je savais. Il n'existe plus, je crois. Il le savait. Oui, je voulais juste citer un petit jeu en fait, quand vous parliez de jouer le donjon autrement et puis que vous amiez le thème sur le retour du donjon et comment ça se passe après. En fait, moi, il y a un jeu que j'aime beaucoup, c'est oui, Seigneur des Ténèbres, qui en fait est un petit jeu de cartes, mais qui se joue comme du jeu de rôle, dans lequel le maître de jeu joue le maître du donjon. Et les joueurs sont ces larbins qui en fait ont été envoyés en mission quelque part, une mission quelconque, et ils reviennent bredouilles ou brocouilles comme on dit dans le bouchonnois. Et en fait ils doivent expliquer pourquoi la mission s'est mal passée, pourquoi est-ce qu'ils reviennent sans l'artefact qu'ils avaient dû aller chercher ou la mission a complètement échoué. Et le jeu se base avec des cartes qui sont distribuées à un certain nombre à chaque joueur et les joueurs peuvent utiliser ces cartes pour orienter l'explication. Il y a certaines cartes, par exemple, c'est une vieille tour obscure, alors le joueur pose la carte et puis raconte un bout d'histoire autour de cette vieille tour obscure, pourquoi ça s'est mal passé, pour ensuite poser une carte qui renvoie la faute sur un autre joueur en disant c'est à sa faute à lui que si ça s'est mal passé, et à la fin, celui qui n'a plus de carte se prend le regard obscur du Seigneur des Ténèbres et prend une pénalité, et le but c'est de s'en prendre le moins possible, évidemment. C'est un dérivé de Il était une fois, je crois, avec des règles un peu plus traîtrises et tout. Mais ouais, c'est un bon jeu. Il a été cité par Mad Morwen dans le chat. Exact. En parlant de Il était une fois, en fait, le Munchausen dont on parlait avant, c'est le même auteur, en fait, c'est James Wallis. Ok. Fiona, t'avais envie de parler justement de pas tout mettre sur les épaules du MG? Oui, tout à fait. Et même en particulier le fait de mettre des choses sur les épaules des joueurs. C'est quelque chose que pour ma part j'aime particulièrement. Et Greg qui avait joué mon scénario en avait fait les frais. Mais justement, surtout dans le cas où on est dans un genre qui peut être très archétypal, je trouve intéressant que ce soit aussi aux joueurs d'éprouver le potentiel d'une structure de jeu qui peut être en apparence simple, et d'être amenés à se rendre conscients eux-mêmes des lieux communs ou de leurs propres limitations. Et de pousser en fait les joueurs sur un récit, sur un scénario en apparence simple, à devoir aller au-delà de quelque chose. Ou plutôt s'ils ne vont pas au-delà de quelque chose, vont se retrouver soit face à un mur, soit face à quelque chose
de relativement insipide. Et en repensant à ça, ça m'a rappelé un jeu vidéo qui s'appelait The Path, je crois, qui doit être sorti il y a une dizaine d'années, Ouais, je où vois. on joue des sortes de représentations du petit chaperon rouge. On doit traverser la forêt, aller dans la maison de la grand-mère. Et en fait, j'ai pas beaucoup joué et j'ai jamais vraiment su ce que je devais faire, parce que quand j'y ai joué pour ma part, j'ai fait tout juste, j'ai suivi le chemin, j'avais des ornières parce que à l'époque les jeux d'horreur ça me faisait très peur. Je suis arrivée dans la maison de la grand-mère, j'avais pas rencontré de loup, tout allait bien, et du coup on m'a dit que j'avais perdu. Parce que j'étais vraiment restée sur le chemin, j'étais pas allée plus loin que ça, j'avais pas cherché plus loin. Et le jeu voulait que je fasse exactement autre chose, c'est-à-dire rencontrer le loup, récolter des objets, reconstituer une histoire, etc. Et sans avoir d'idée particulière sur comment le faire dans le cadre du donjon, ou plutôt, j'en ai beaucoup, mais assez éparses pour l'instant, je trouve effectivement que c'est quelque chose qui mérite vraiment d'être creusé et qui mérite de donner aux joueurs la possibilité ou la contrainte de devoir lui-même aller au-delà de structures limitantes. J'ai envie de creuser. En fait, est-ce que pour toi ce jeu se passe, c'était un donjon? Est-ce que avec la discussion qu'on a maintenant, les définitions qu'on a données, est-ce que ça peut être considéré comme un donjon? Mais il me semble pas, parce que pour en avoir discuté après, même si moi-même je l'ai jamais fini, du coup je l'ai jamais joué comme il devrait l'être, il n'y avait pas vraiment de phase. Je crois que même si on rencontrait le loup, c'était pas de phase de combat, c'était vraiment plus un jeu d'ambiance et un jeu contemplatif, de récolte d'indices, de morceaux d'histoire que de combat, disons. Parce que là je reprends la définition qu'on avait donnée du donjon comme étant une histoire séquencée. C'est-à-dire que tu arrives dans des scènes, des lieux, alors des pièces dans le cas d'un donjon médiéval, mais là ça peut être des scènes ou des personnages à rencontrer. Et puis tu as tout cette espèce de suivi de logique. Moi, ce que ça m'évoque, le jeu The Pass, c'est de se dire, ok, un donjon qui serait intéressant, c'est un donjon où on trahit le joueur. C'est-à-dire que le contrat de départ, comme l'avait dit Gabriel, pourrait être, eh ben ouais, vous arrivez et puis le but c'est de tout péter, d'aller casser la figure à la liche qui est en bas. Et en fait, en cours de jeu, les joueurs se rendent compte que en fait, le contrat de départ était faux. Là, je pense que Greg, tu peux témoigner, tu en as fait la meilleure expérience dans une de mes campagnes, quand vous étiez des disciples du Seigneur de la Guerre et vous donniez des moulinets d'épée à droite et à gauche, comme dans un jeu un peu médiéval fantastique classique, jusqu'à réaliser qu'en fait, c'était vraiment le groupe de joueurs était en train de courir à sa perte en jouant les règles, en jouant selon le contrat énoncé, et que les vraies règles du jeu étaient au-delà, quoi. Ça, je pense que ça serait intéressant de faire un donjon comme ça, quoi, où là, on pourrait reprendre des structures policières où les aventuriers réalisent en cours de jeu qu'ils sont en train de devenir des disciples Laliche. Plus ils tuent, plus ils deviennent, plus ils font partie des méchants. En fait, ça peut être marrant, ça. Ah, mais C'est à deux doigts d'importer une version de Netfun de Shadowrun, là, tu sais. Dis-moi en plus, pourquoi? Oh, c'est un classique, c'est-à-dire c'est un cliché de Shadowrun de se faire trahir par le Johnson, c'est-à-dire par le type qui va te donner la mission. Pour À tel point que c'est attendu. C'est-à-dire que tout scénario de Shadowrun, tu sais que tu as la mission et ensuite comment tu vas réussir à te faire payer par la mission sans te faire trucider par le Johnson. C'est-à-dire que autant le Donjon et Dragon, Porte-Monstre Trésor est super classique, Shadowrun, c'est la structure. La trahison fait partie de la structure du scénario. Hein. Pour revenir sur ce que disait Pierre, avec justement ce côté, entre guillemets, trahison du donneur de quête, ou plutôt cet aspect, forcer le joueur à aller contre ce qui semble établi. Pas comme dans le jeu The Path. Puis je pense que c'est un truc qui dépasse, mais complètement aussi. Enfin, c'est un truc qui est génial à adapter dans n'importe quelle partie, pas simplement des donjons. D'ailleurs, Fiona, le scénario que tu avais fait pour Joue ton savoir, il y avait clairement cet aspect où en tant que meneuse de jeu, tu avais déjà un rôle de nous proposer un monde complètement insipide et avec tout le respect que je te dois, hein, mais c'est un compliment du coup dans le contexte, c'est pas de souci. Et finalement, de mener tes joueurs à aller contre toi.
de finalement les forcer à saboter l'univers que tu leur livres. Et, et ben, ayant pu tester ta partie, qu'on commence à réussir à peu te saboter, mais c'est grisant. Tu m'avais même dit que lorsque tu l'avais refait, un de tes joueurs avait pris ta place finalement, non? Oui, tout à fait. Parce que toi, t'avais joué la bêta et il a continué de s'améliorer au fur et à mesure des itérations, justement parce que il a pour but, entre autres, d'amener les joueurs à transformer l'univers, à trouver des pistes pour sortir du scénario au final. Et effectivement, dans la partie qu'on avait faite à l'événement Le Jeu dont vous êtes ingrédient, et qui du coup avait pu excéder 1h30, je crois qu'on avait fait 3 heures, 3h30. La partie s'était terminée au moment où un des joueurs était devenu maître de jeu. Ouais. Nicolas fait une remarque très intéressante sur le chat en disant oui, les variantes, justement les ruptures de paradigme nécessitent que les joueurs justement ne suivent pas le chemin et s'emparent de l'histoire. Ça, c'est vrai que c'est important, quoi. Et D'où ayant l'intérêt eu ensuite de beaucoup- trouver des manières de leur faire, de les y pousser. Mais des fois, il y a des joueurs qui ne veulent pas. Il y a des joueurs, le porte-monstre trésor, ça leur convient très bien. Parce que c'est en fait une de ces formes de plaisir, c'est la soumission. Alors on ne parle pas de sadomaso, mais une partie de limiter son libre arbitre et de la responsabilité de faire des choix. Donc le fait de savoir que je dois simplement brandir mon épée et puis charger la horde de gobelins, il y a un côté libérateur. Et j'ai eu des joueurs à ma table qui étaient très créatifs. Pierre, par exemple, c'est bon, j'ai pas besoin de lui faire du porte-monstre trésor. Mais il y en a d'autres. Quand je leur posais la question, qu'est-ce que vous faites? Il y avait le regard blanc. Attends, on doit prendre une décision. Il n'y a pas dire, c'est pas une porte à défoncer, c'est pas une porte à crocheter. Il n'y a pas des pièges à chercher. Non, non, là vous. Et donc là, on en revient. C'est pour un certain type de public ou de joueurs. Il y a toujours un pack de lecture à maintenir, savoir qu'est-ce qu'on offre, même si on veut pas trop le détailler, si on part dans d'autres choses. Mais être sûr d'être en adéquation avec ce que le lecteur ou le joueur, en l'occurrence, va rechercher. Là, le but de toutes ces discussions, et comme on arrive à la fin, je me permets de faire un petit résumé. Le but de toutes ces discussions, c'était justement de se dire, ok, ceux qui aiment le donjon tel qu'il est et qui le pratiquent tel qu'il a été créé à la base dans les années 70, pas de problème, il n'y a pas de quoi juger. Là, je te rejoins, Nicolas, tant qu'il y a du plaisir, tant que les joueurs ont du plaisir autour de la table, et le MJ aussi, il n'y a rien à redire. Mais pour les gens qui se sentiraient un peu lassés de toutes ces allées et venues, des gimmicks qui sont transformés en clichés. C'est toujours le problème, hein, un gimmick, comme disait le Fossoyeur de film, un gimmick c'est un bout en musique, c'est un bout de quelques notes, et dans n'importe quel art narratif, c'est une séquence qui finalement devient tellement utile qu'elle en devient sa propre référence, et à force de s'auto-référencer, ça devient un cliché. Le donjon, c'est un peu devenu un cliché. Et pour tous ceux qui en seraient lassés, bah voilà, on a plusieurs pistes. Trahir comment dire, le paradigme de base, trouver des nouvelles mécaniques, instaurer des différences en termes de rythme, prendre un rythme, au lieu de prendre un rythme ternaire, prendre un rythme de film policier, prendre un rythme de drame psychologique. On a cité des jeux. Donc je pense que là, on a quand même énormément de matière à se dire, ok, si demain on veut proposer... Je pense à des amis d'ailleurs qui n'ont pas voulu participer à la discussion parce qu'ils disaient que le donjon ça les intéressait pas. Le but de cette discussion, ça serait de revenir vers eux en disant ok, t'aimes pas les donjons, mais si t'essayais ça, est-ce que finalement ça serait pas une manière de renouveler le genre et finalement de parler à tout le monde, de faire quelque chose, pas forcément d'universel, mais d'élargi, qui crée des ponts. Étant donné qu'on arrive à la fin, j'aurais voulu faire un tour de table et puis un mot de la fin, tout le monde.
qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens qui nous écoutent maintenant sur Attends, Twitch, point qui nous chat. écouteront plus tard sur- Ah, point chat, il y a eu des questions, pardon. Des petites réactions. Merci à Tafia Chagata qui nous dit que nous sommes passionnants, qui nous dit bravo. Merci à toi. Myosotis qui dit que ça lui fait penser, enfin toute nos discussions lui fait penser au jeu à secret. Myosotis pense à Hurlement qui peut être très permissif et ou même Piège de donjons. Bref. Mad Morwen qui nous dit que l'avantage sous nos latitudes, c'est que si on est blasé par le donjon, on a 1000 autres jeux à disposition. C'est pas faux. C'est pas vraiment le cas aux US. Ils ne connaissent pratiquement que le bon vieux DD. Il y a moyen de faire plein de choses avec le bon vieux DD. Hein. Enfin, le DD, pardon. Je ne suis pas complètement convaincu par ce que dit Mad Marwan. Il me semble qu'il y a plein de jeux aux US, mais il y a beaucoup de jeux indie. D'ailleurs, des trucs qui sont des mises en page perso qui sont imbitables parce que c'est complètement craqué et fait avec le slip, quoi, des trucs personnels. Fate vient des US, effectivement. Je pense qu'en fait, on a une mauvaise connaissance des jeux US. Et puis, avant de conclure aussi le mot de la fin, je vous propose que à la fin de notre stream, on fasse ce qui s'appelle dans le milieu un raid sur la chaîne Twitch du Quertz, qui sont live jusqu'à minuit pour récolter des dons pour ce fameux bar de gaming lausannois, pour les soutenir en raison de la période de confinement. Donc ne quittez pas tout de suite le stream, on ira leur faire un petit coucou de la part d'Arsludendi. Merci Greg, c'est vrai que tu fais bien de me rappeler ça. Je t'invite à commencer Greg. Qu'est-ce que un petit mot de la fin, qu'est-ce que t'en dis? Alors moi j'étais ravi de cette discussion, je suis tout à fait, on parle de donjons, c'est génial, c'est cool, on voit qu'il y a encore plein de trucs à explorer, et puis voilà, donc ça me donne envie de lancer une soirée événement autour du donjon dès qu'on pourra, quoi. Alors, et moi j'aimerais bien effectivement qu'on mette au point ce fameux donjon multi-table qu'on avait parlé. Et je pense que c'est un projet qui va demander du travail, mais ça va être bien. Stéphane, qu'est-ce que t'en dis? En fait, on parlait des clichés. Moi, les clichés, ça a tendance à m'inspirer parce que soit j'aime bien les péter, soit j'aime bien partir du principe de ok, on a un truc qui est complètement à la masse, qui ne devrait pas tenir debout. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça tienne debout? Donc, en fait, on reprend un cliché, et c'est pour ça que j'adore. J'ai mentionné la série des Murder Robots, donc sur ce blog américain Critical Hit. C'est qu'il prend vraiment ce parti de ce principe. Ok, il y a des donjons, il y a des aventuriers qui vont dedans, c'est ce qu'il appelle les Murder Robots, les vagabonds meurtriers. Et qu'est-ce qui va autour, qu'est-ce que ça implique au niveau de l'univers? Est-ce qu'il y a un lien que tu pourrais nous transférer justement? Alors j'ai mis le lien, il est sur Twitch et je l'ai mis aussi sur le chat. Ok, super, je l'avais pas vu passer. Alors toujours je continue dans l'ordre alphabétique, Antoine? Ouais. Le mot de la fin, ça peut être poulet, hein, si tu veux. Hein, c'est pas. Brouette ou je sais plus. Je pensais au nul en fait qui demande à Chantal le mot de la fin puis elle dit un truc complètement absurde. Ouais, c'est ça que je pensais aussi. Mais en fait, c'était plus la question de savoir, enfin, pour répondre aussi un peu à la question, enfin, à la remarque, le donjon c'est pas intéressant, tout ça. En fait, c'est comme l'a fait remarquer Stéphane. Il y a souvent un plaisir presque pervers finalement à prendre quelque chose d'inintéressant de prime abord et puis à essayer de trouver les failles, de trouver où on peut glisser l'ongle pour décoller la couche du dessus et puis plier en fait le sujet inintéressant pour en faire quelque chose d'intéressant. Donc partir d'un principe hypothétique, enfin par postulat, on part d'un postulat inintéressant. Et donc c'est intéressant parce qu'on peut en faire ce qu'on en veut. Ça, c'est, je pense quelque chose sur lequel on peut encore discuter beaucoup, mais il y a vraiment sur le mot de la fin, pour moi, ouais, voilà, c'était pas un mot, c'était une phrase. Fiona? J'étais un peu dans la même direction exactement qu'Antoine, c'est-à-dire, je trouve vraiment toujours très intéressant le fait
de pousser jusqu'à ses limites, un genre, un archétype, une manière de faire, et de voir toutes les choses qu'on peut en faire émerger, donc que ce soit pour le donjon ou que ce soit pour n'importe quel autre type de jeu de rôle. Voilà, continuer au mieux à essayer de trouver toujours la petite bête ou le petit truc de plus, le truc différent qu'on peut faire. Et au passage, ça nous permet de réfléchir à qu'est-ce qui constitue au final ce genre initial, puisque c'est ça qu'on essaye de détourner après. Donc ça, c'est bénéfique à la fois pour mieux connaître encore ce genre-là que pour le détourner. Je suis d'accord. Michael? Comme mot de la fin, je dirais que pour moi, le donjon, c'est pas une construction sociale, c'est plus un genre d'archétype comme ça. Un archétype qui a, qui a ses facteurs d'inconnu, de tension, d'hostilité, de challenge à la fin où on ressort grandi. Et on peut rajouter un écosystème, on peut rajouter, essayer de le déconstruire, de le tourner dans tous les sens, ça restera. Si on enlève tout ça, ce sera plus le donjon. Le donjon, pour moi, il doit avoir ces quelques éléments. Et s'il ne les a plus, bah, c'est plus du donjon. On est sorti du donjon, on est en train de parler d'autre chose. Voilà. Bon, je réalise qu'il y a un sujet effectivement qu'on n'a pas parlé. Je m'étais mis un mot pour rebondir sur le fait que toi tu avais parlé de shonen, en fait, cette construction de manga. Mais on aura le temps peut-être d'y revenir dans une autre discussion. Le fait pour toi, c'est le donjon, c'est la montée en puissance. Mais ouais, ok, je comprends. Nicolas? En fait, en réponse à ce que dit Michael, je me propose, ça sera à voir avec Ars Ludendi, de faire une petite présentation sur les 8 formes de plaisir, parce que je pense que ça permet d'avoir un aspect, de permettre de classifier, de comprendre pourquoi il y a autant de façons différentes de pratiquer du jeu de rôle, alors que pour les gens de l'extérieur, le jeu de rôle, c'est un seul truc, alors qu'il y a 1000 façons d'y jouer. Gabriel, tu auras le mot de la fin du mot de la fin. Bien, en préambule, j'aurais dit que le mot de la fin, ça devrait être trésor, puisqu'à la fin du donjon, il y a un trésor, mais pas forcément, non. Au bout de cette discussion, j'ai appris qu'en fait, il y a autre chose après le donjon. Il peut y avoir les conséquences. Vous avez parlé de les joueurs qui reviennent sur un endroit où ils ont pillé un donjon, voir comment l'écosystème évolue, de voir les conséquences psychologiques sur les aventuriers, ce genre de choses. Tout plein de composantes intéressantes à rajouter par là autour. Et au final, ça m'intéresse beaucoup parce que pour moi, le donjon, c'est pas un jeu. Je joue pas à un donjon. Je joue à un jeu. Si c'est un jeu de rôle, eh bien, on prend plusieurs composantes. On peut prendre une composante donjon à un moment donné, les joueurs vont l'explorer. Et on peut prendre aussi un composant interaction sociale avec toute une cour royale qui nous envoie dans le donjon, mais où on va également romancer certains personnages ou faire des intrigues politiques avec d'autres. Et puis on peut prendre une autre composante qui est la création du personnage, avec l'évolution de ses caractéristiques, où on peut ne pas la prendre et puis faire des composantes toutes basiques pour les personnages. Pour moi, le donjon, c'est ça, c'est une brique que je vais mettre dans certaines parties, ou pas, en fonction de mes joueurs, s'ils aiment jouer avec ça, s'ils aiment pas, eh bien on fera autre chose. Et ça, pour moi, ça reste toujours une brique intéressante à utiliser dans le jeu de rôle. Une brique, effectivement, je pense que ça sera pas le mot de la fin, mais le mot de la fin, ça sera trésor. Mais j'aime bien le concept de la brique. Je sais pas ce que vous en pensez, je pense qu'on peut clôturer, ça fait 2 heures, il est 22 heures, là, on a bien discuté, c'est chouette. Merveilleux. Est-ce que... Merci. Moi, je tiens à remercier vraiment tous les gens qui ont participé aussi au chat dans Twitch. Je trouve génial les interactions qu'il y a eu, les commentaires aussi étaient vachement intéressants et enrichissants, donc merci à vous tous, et merci à vous d'être venus et puis d'avoir participé à cette discussion, c'était super intéressant. Alors, restez dans le coin, les gens qui nous regardent, qu'on conteste cette fonction raid, et dites-leur bonjour de la part d'Ars Ludendi. Exactement. Et puis on y va. Alors trésor. Trésor. Hop. T'as lancé. alors, Est-ce que t'as lancé? Alors, vous avez un petit compte à rebours. Ok. Et lancez un raid. Hop. Bah go. Et puis, moi, j'arrête le live.